Bon, bonjour à tous. Bonjour. Merci à tous d'être là. On est très nombreux aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre doctrinale, d'une conférence formation sur le thème du Frexit. Donc vous savez, on s'approche à grands pas des échéances électorales européennes et donc on sait que notre liste, la liste d'Union souverainiste portée par Florent Philippot, avance sur cette thématique du Frexit. Donc il est très important pour nous, à l'approche de ces échéances, de pouvoir affiner, développer notre connaissance de ce sujet, nos arguments sur ce sujet. On va avoir les repas de famille qui arrivent, pour les plus volontaires, les tractages sur les marchés. Donc il faut être vraiment au point sur toutes ces thématiques-là, avec dans une optique de vulgarisation des arguments très clairs, très simples, très impactants, pour pouvoir exprimer la nécessité de ce retour à l'indépendance nationale et une politique de rupture complète vers le Frexit. Donc dans le cadre de cet atelier ensemble, on a le plaisir de recevoir Antoine Dantès, qui est le référent départemental pour le mouvement Génération Frexit. Donc Génération Frexit, le mouvement porté par Charles-Henri Gallois, qui est un mouvement qui est très proche du mouvement des Patriotes. On a été alliés dans le cadre des élections législatives, et donc c'est une collaboration étroite qui continue, qui avance. Antoine est juriste. Antoine est expert des questions européennes, donc c'est vraiment une chance de l'avoir pour qu'il puisse, dans le cadre de cet échange, tous ensemble, nous présenter sa conférence. Donc je te remercie Antoine d'être là, et puis on va se donner une heure et demie de discussion tous ensemble, et puis la suite de l'événement va se poursuivre autour d'un petit buffet, d'un événement, d'un temps de convivialité où c'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger tous ensemble. Donc voilà. Merci Martin, merci à tous. Donc pour reprendre un peu ce que disait Martin, quand on a évoqué la possibilité de faire cette conférence, c'était venu notamment des rangs de nos militants des différents mouvements souverainistes, la problématique suivante, je veux dire, nous on est convaincus qu'il faut sortir de l'Union européenne, mais on a des difficultés à convaincre facilement les gens, que ce soit sur un marché, que ce soit un repas de famille, que ce soit dans son milieu professionnel, à la pause café, etc. Et donc l'idée, en fait, était de faire une conférence pour revoir des choses très simples, des bases, de manière très synthétique, afin qu'on puisse partir avec un bagage un petit peu tout terrain, que ce soit quand on est face à des personnes plutôt à droite, des personnes plutôt à gauche, pour toucher là où ça peut intéresser et toucher notre interlocuteur. Donc on va commencer avec le premier point. J'ai fait 10 thèmes qui sont des thèmes très récurrents en fait par rapport à l'Union européenne. Donc c'est assez scindé, vous verrez. On va commencer en douceur avec quelque chose de très simple, qui est que le budget de l'Union européenne nous coûte un pognon de dingue. Pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi l'Union européenne, on dit souvent que ça nous coûte beaucoup d'argent? On en donne plus qu'on en reçoit. Tout à fait, on en donne plus qu'on en reçoit. En fait, l'Union européenne, elle fonctionne comme une pompe aspirante. C'est-à-dire qu'elle ne va pas produire quelque chose, elle ne va pas produire de la richesse, elle va prendre la richesse des États et elle va la redistribuer. Et quand elle va prendre la richesse des États, elle va la prendre selon des critères de richesse de l'État qui va être contributeur. D'accord ? Notamment avec ce qu'on appelle le revenu national brut. Grosso modo, plus un État est riche, plus il va donner de l'argent au budget de l'Union européenne. Ensuite, l'Union européenne va reverser cet argent, et évidemment, le but du jeu, ça ne va pas être de reverser exactement la même chose aux différents États, mais de répartir. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur les montants, ce que la France a versé au budget de l'Union européenne en 2023, c'est 27,2 milliards d'euros. Pour donner un petit ordre d'idée, un centre hospitalier régional, c'est 300 millions d'euros, à peu près. Donc avec ça, vous construisez 100 centres hospitaliers régionaux. Ça vous donne un petit peu une idée du volume.
Un porte-avions, ça coûte 4,5 milliards. 4,5 milliards. L'entretien, c'est à peu près 120 millions d'euros par an. Donc vous avez 3 porte-avions que vous pouvez entretenir avec cette somme-là. Donc c'est très important. Sur cette contribution, comme je vous disais, il y a du revenu national brut, 18 milliards à peu près, mais pas que. Parce que vous avez quelquefois des gens qui vous disent « Non, mais la France, en fait, elle ne contribue pas à hauteur de 27 milliards. La contribution au budget, c'est 18 milliards, le revenu national brut. » Il n'y a pas que ça. Vous avez la TVA. Parce qu'il y a une partie de la TVA que collecte l'État français que l'Union européenne va venir ponctionner. 3,8 milliards. Vous avez les droits de douane. Parce qu'il n'y a plus de droits de douane à l'intérieur de l'Union européenne, mais il y en a toujours au niveau des frontières de l'Union européenne. Sauf qu'il n'y a pas de douaniers européens, ce sont les douaniers nationaux qui collectent les droits de douane pour l'Union européenne. Pratique, hein, on fait le sale boulot nous-mêmes. Ça, 2,2 milliards. Vous avez une nouvelle contribution là, qui a été créée, qu'on qualifie de ressources propres, même si ce n'est pas tout à fait exact, qui sont les contributions aux déchets plastiques non recyclés, 1,3 milliard. Et puis, alors, un truc qui est assez rigolo, c'est le financement des rabais allemands, des Pays-Bas, de la Suède, du Danemark et de l'Autriche, qui représente 1,4 milliard. Alors ça, il faut se replacer en fait, au moment de la sortie des Britanniques de l'Union européenne et du Covid. Les Britanniques, quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, ils ont réussi à négocier d'avoir un rabais par rapport à leur contribution. C'est-à-dire qu'ils contribuaient moins que ce qu'ils devaient contribuer. Et en fait, ce sont les autres États qui se sont partagés leur contribution. Et ce qu'ont réussi à négocier les pays que je vous ai cités, donc l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'eau, le Danemark et l'Autriche, eh ben, c'est qu'il y ait d'autres pays en fait, qui prennent en charge cette part du budget des Anglais une fois que les Anglais sont partis. Évidemment, le dindon de la farce, bah, ça a été la France. 1,4 milliard. Tout ça englobé, ça nous fait nos 27,2 milliards. Donc quand vous allez arriver sur un marché, vous m'avez dit que vous allez demain à Villefranche par exemple, et que vous avez une personne qui vient et qui vous dit « Mais vous vous rendez compte comment vont faire nos agriculteurs sans le financement de la PAC ?» Eh bien, la PAC est financée par le budget de l'Union européenne, auquel on est contributeur net, donc auquel on donne plus d'argent. Ça, c'est un premier point. C'est assez simple, hein, c'est juste des soustractions. Ce que nous reverse l'Union européenne, parce qu'elle nous reverse une partie de ces 27 milliards, c'est 16,8 milliards. Tous ces chiffres-là, hein, c'est des chiffres que vous pouvez avoir sur Internet, source Commission européenne, toute l'Europe, c'est très facile à retrouver. Ce qui fait qu'on a un delta d'à peu près 10 milliards. Dans ce reversement de l'Union européenne, donc il y a évidemment la PAC, pour la France c'est une grosse partie, 9 milliards, mais comme je vous l'ai dit, c'est des milliards que nous, on a apportés. Vous avez le Fonds de développement aux régions, 1,5 milliard. Alors ça, c'est intéressant parce que vous comprenez maintenant pourquoi les régions sont des fervents défenseurs de la construction européenne à travers les eurorégions. Vous avez la réponse ici. Vous avez le Fonds de développement des régions qui est abondé directement et qui, en plus, est géré par la Commission européenne. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'État qui décide de comment il va allouer les fonds pour le développement des régions. C'est directement la responsabilité de la Commission européenne. Donc tout va bien. Et puis, dans les recherches que j'ai faites pour préparer cette conférence, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé. C'est le fonds qui s'appelle Horizon UE. Alors Horizon UE, c'est censé être un fonds de recherche dont bénéficierait la recherche française, qui s'élève à 1,3 milliard. Sauf que quand on creuse un petit peu, dans ce fonds Horizon UE, il y a aussi un volet qui s'appelle Culture, Créativité et Société inclusive. Et quand on regarde les objectifs de ce volet-là, promouvoir l'identité européenne, lutter contre le populisme, très important de lutter contre le populisme, on ne le dit jamais assez, canaliser les réseaux sociaux, pas dire contrôler les réseaux sociaux, ça ferait un peu brut quand même sur toute l'Europe qu'on parle de contrôler les réseaux sociaux, et les nouveaux médias, donc vous comprenez Twitter, etc., et surtout contrôler leur impact sur la démocratie. Voilà, pour 1,3 milliard d'euros de budget qui est reversé par l'Union européenne. Pour vous donner une idée globale un peu du fonctionnement de l'Union européenne, je disais que c'était une pompe aspirante et qu'ensuite elle recrachait de l'argent qu'on lui avait versé. Vous avez à peu près
Donc sur un budget de 182 milliards d'euros, vous avez à peu près un tiers du budget de l'Union européenne qui va être consacré à la PAC. Donc ça veut dire que ce n'est pas que la PAC française. On subventionne également les agricultures d'autres pays européens. Vous avez un tiers, ça va être pour le développement des pays qui sont moins avancés économiquement dans l'Union européenne, donc surtout les pays de l'Est aujourd'hui, qui eux reçoivent plus d'argent qu'ils n'en donnent. Et puis vous avez un aspect qui est très important quand même, ce sont les frais de fonctionnement. Ah oui, parce que l'Union européenne, c'est des fonctionnaires, c'est des élus, c'est des commissaires européens, c'est tout un tas de personnes qui travaillent sur place et qui ont besoin d'être payées. Et ça représente 7% du budget. 12,789 milliards d'euros. Chiffre 2023, budget de l'Union européenne. Donc quand on vous dit, si je reprends l'exemple, la PAC, vous vous rendez compte comment on va faire sans l'Union européenne, on ne peut plus verser de PAC à nos agriculteurs, non seulement on pourrait le faire, on n'appellerait pas ça la PAC, on appellerait ça la PAF, je ne sais pas, politique agricole française, et par contre on n'aurait pas 7% de frais de gestion qui passeraient ensuite dans la lessiveuse. Donc ça c'est sur le premier point pour le budget. Il y a un deuxième point. Je pense que vous avez entendu parler du plan de relance européen. Voilà, on en a parlé un petit peu partout. Ça serait le grand plan de relance qui viendrait concurrencer le plan de relance américain, alors qu'on est dans des ordres de grandeur tout à fait différents. Et au titre de ce plan de relance, la France bénéficierait de 40 milliards d'euros. Bon, la logique, c'est la même que pour le budget. 40 milliards, sauf que, in fine, ça va nous coûter 80 milliards. Voilà, donc moins 40. Super le plan de relance. Et ça, c'était à l'origine, mais comme on a des très très grands gestionnaires, 7% du budget de l'Union européenne pour ses frais de fonctionnement, donc ça turbine là-haut, comme on a des très très bons gestionnaires, ils n'ont pas emprunté tout de suite pour le financement du plan de relance. Alors que les taux d'intérêt étaient à 0%. C'était vraiment là qu'il fallait emprunter, parce qu'on savait que ça allait remonter. Ils n'ont pas emprunté tout de suite. Ils ont attendu que les taux remontent. Ce qui fait que maintenant, l'addition, c'est plus 80, c'est 110 milliards. Voilà, un plan à 70 milliards d'euros. Alors, on ne va pas le rembourser sur une année, ça va être évidemment étalé dans le temps, mais ça va venir gonfler notamment la contribution française au budget de l'Union européenne. Donc, pour résumer, l'Union européenne, elle nous prend notre argent, elle nous dit comment on doit l'utiliser, pour une grande partie, et en plus, elle nous demande de lui dire merci. Donc là, c'est vraiment le comble. C'est comme si vous aviez un très mauvais copain à qui vous filiez... qui vous demanderait 10 000 euros, vous lui filez 10 000 euros, il vous en rend 5 000, il dit « Attends, dis-moi merci. » Et puis au fait, t'es gentil, mais tu vas t'acheter un costume noir, tu vas t'acheter 4 planches, tu vas creuser un trou, tu vas te mettre là, voilà. Tu seras très très bien. Et puis on mettra un petit drapeau européen sur la pierre tombale. Voilà, ça sera absolument parfait et génial. Et surtout, n'oublie pas de me remercier. Donc voilà ça sur ce premier point qui tape assez juste et assez facilement, surtout quand vous avez quelqu'un... qui va venir vous parler d'économie, de la fonction publique française qui nous coûterait beaucoup d'argent, etc. Bon, là, vous avez une belle source d'économie en perspective. Deuxième point, l'Union européenne et ce que j'appellerais l'évitement fiscal. Alors, je ne parle pas d'évasion fiscale, parce que l'évasion fiscale, c'est quelque chose de particulier. Vous avez en fait deux types de moyens d'éviter l'impôt. Vous avez l'optimisation fiscale qui est légale. On a tous le droit de faire de l'optimisation fiscale. Pour ceux qui auraient acquis des appartements avec ce qu'on appelle du Pinel, c'est de l'optimisation fiscale. Ça permet de réduire l'impôt. C'est légal, c'est des textes qui le prévoient. Et l'évasion fiscale, par contre, c'est de la fraude. C'est le fait de se soustraire à l'impôt et d'aller placer son argent ailleurs ou de ne pas le déclarer, etc. Et donc l'Union européenne, elle, ce qu'elle va permettre, c'est de faciliter cette optimisation fiscale. Comment est-ce qu'elle va faire ? Est-ce que vous avez une petite idée de comment l'Union européenne procède, enfin, pas qu'elle procède, mais comment son fonctionnement implique un évitement de l'impôt? Oui? Société écran. Ouais, société écran. Ou au Panama ou au Luxembourg. Plus simple. Pas d'évasion. Là, je parle vraiment d'optimisation. C'est un truc, c'est carré, clean, nickel, c'est légal. Vous avez le droit de le faire. Ouais. Il y a le rescrit fiscal au Luxembourg, effectivement. Pour schématiser, je dirais qu'à partir du moment où il y a la libre circulation des biens, des marchandises, des capitaux au sein de l'UE, on peut théoriquement créer une société, investir partout dans l'eau et
même après ramener, investir dans un pays qui fiscalement est très avantageux, même pour les affaires en France. Exactement. Donc pour reprendre la question que tout le monde l'entende et qu'on l'ait sur la captation audio, vous avez au sein de l'Union européenne les 4 libertés fondamentales. Liberté de circulation des capitaux, des personnes, des marchandises et des biens et des services. Donc rien ne vous empêche de créer une entreprise dans un endroit où il y a une fiscalité qui est faible et d'aller vendre vos biens et de faire du bénéfice sur place. C'est encore plus pernicieux que ça. C'est encore plus pernicieux que ça parce que c'est très compliqué quand même d'aller créer de rien une usine à tel endroit juste pour des raisons fiscales. En général, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Ce qui se fait en fait, c'est qu'on va aller, vous avez votre entreprise française qui existe toujours, et vous allez créer des charges sur cette entreprise et des bénéfices des produits dans un pays où vous avez une fiscalité intéressante. Je m'explique. Vous avez une entreprise A qui est en France et qui vend des voitures. Okay ? Elle va vendre ses voitures aux Français, elle va gagner de l'argent en vendant les voitures aux Français. D'accord ? Dans ces charges qu'elle va avoir, il va y avoir ses salariés, il va y avoir son loyer, il va y avoir son énergie, il va y avoir tout ça. Okay ? Mais il peut y avoir des redevances de marque. Donc vous pouvez dire, ma marque, je la mets par exemple en Irlande, je la mets par exemple en Bulgarie qui est un pays avec une fiscalité très très faible, et je vais facturer mes redevances à ma société qui vend mes voitures en France. Et il faut savoir qu'une redevance de marque, elle peut aller entre 5 et 10% du chiffre d'affaires. 5 à 10% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous allez pouvoir éluder déjà de l'impôt et localiser dans ce pays-là 5 à 10% du chiffre d'affaires qui est fait en France. Et vous pouvez aller plus loin encore. Vous pouvez mettre votre siège en Irlande, mettre quelques salariés en Irlande, la RH, la comptabilité, etc. et facturer vos prestations en France. C'est parfaitement légal. Ce qui fait que votre société irlandaise va gagner plus d'argent, votre société française artificiellement va avoir plus de charges et vous allez mettre votre profit dans ce pays-là. Et également pour les particuliers. Vous pouvez tout à fait vous déplacer dans l'Union européenne et mettre votre résidence fiscale dans un pays de l'Union européenne. Il faut simplement avoir 6 mois de résidence. Je vais vous prendre un exemple. Moi, des pays que j'ai regardés, il y en a 2 sur lesquels je me suis un peu focalisé. L'Irlande, impôt sur les sociétés, 12,5%. En France, c'est 25%. Donc vous avez une décote de 12,5% avec le schéma que je viens de vous donner, qui est très simple, qu'on appelle des prix de transfert. Bulgarie, 10%. 15% de moins. Vous imaginez en termes de compétitivité ce que ça représente. Pour un particulier, c'est encore plus fort. Alors, ce que je vais vous dire, j'espère que ça ne va pas tous vous pousser à aller immigrer en Bulgarie. On a besoin de vous quand même en France, hein, évidemment. Donc gardez-le d'un point de vue pédagogique. Okay ? Un particulier peut être fiscalement domicilié n'importe où, pour être là 6 mois par an. Alors sachez qu'en Bulgarie, l'impôt sur le revenu, c'est 10% et c'est proportionnel. En France, la tranche la plus haute, c'est 45%. En Bulgarie, c'est 10%. Que vous gagnez 1 million, 10 millions, 100 millions, vous payez 10% d'impôt. Les dividendes en Bulgarie, quand vous avez des sociétés, que vous avez des actions qui vous rapportent de l'argent, donc des revenus du capital, c'est 5%. En France, c'est 12,8%. Vous rajoutez en plus les cotisations sociales, mais enfin, vous voyez la différence. Les droits de succession, il n'y en a pas en Bulgarie. Aucun droit de succession. En France, ils oscillent entre 20 et 30% à peu près. Pareil, vous voyez la différence. Plus-value boursière sur les crypto-monnaies, il n'y en a pas si vous les détenez depuis plus de 6 mois. Vous voulez contrôler les crypto-monnaies dans votre pays, c'est mort. Vous avez tout le monde qui va aller partir dans ces pays-là. Alors vous pourriez me dire, oui, mais bon, heureusement qu'il y a l'Union européenne, parce que l'Union européenne va pouvoir harmoniser fiscalement tout ça. Et on va pouvoir dire à ces pays-là, bah maintenant, vous mettez un impôt sur les sociétés conforme à ce qui se fait ailleurs. Eh ben non. Eh ben non, ça serait trop facile. Pourquoi ? Parce que ça fait partie, la fiscalité fait encore partie des compétences qui se décident à l'unanimité. Ça veut dire que les Bulgares, les Irlandais, les Luxembourgeois, les Maltais, les Chypriotes et autres n'accepteront jamais de revenir sur une source de revenus de leur pays qui est extrêmement importante.
Donc là, ce qu'il faut retenir sur ce point-là, deux choses. Vous avez des pays avec une fiscalité différente dans l'Union européenne. Vous pouvez vous installer dans n'importe quel pays puis vendre vos marchandises où vous voulez. Donc vous pouvez très facilement en fait, faire un choix d'un pays en fonction de sa fiscalité. Vous pouvez créer du bénéfice dans un pays où il y a une fiscalité faible. Okay, et l'Union européenne ne peut pas venir vous imposer de mettre au même niveau que les autres pays votre fiscalité. Ce qui fait que c'est très pervers en fait quand on y réfléchit comme effet. Parce qu'on oblige la France qui a, on peut le critiquer ou pas, c'est même pas tant là le sujet, mais c'est une question d'avoir la possibilité de faire ses choix. On met des pays où on a une logique de redistribution et de fiscalité qui va venir essayer de répartir un petit peu la richesse au niveau de la population, avec des pays qui n'ont pas du tout cette logique-là, et on leur dit surtout, vous ne pouvez rien faire contre. C'est comme ça. Donc ça, c'est un dysfonctionnement qui est majeur. Combien ça nous coûte à peu près par an? Alors, l'optimisation fiscale pour la France, c'est à peu près 40 à 60 milliards par an. Pour repenser tout à l'heure aux chiffres que j'ai donnés, c'est énorme. Et je ne parle pas d'évasion, c'est vraiment d'optimisation fiscale. Vous avez encore un autre coût dû à cette fiscalité, c'est la TVA. La fraude à la TVA, c'est 20-25 milliards par an. Alors, comment on fait pour frauder la TVA dans l'Union européenne? Bon, toujours la même problématique de circulation libre des biens et des marchandises, ce qui fait que vous pouvez acheter une caisse de téléphone portable en Belgique, la revendre en France, vous n'avez pas de droit de douane, vous ne passez pas par le douanier. Okay, donc, c'est à peu près quand il y a des transactions qui se font, si les factures sont bien faites, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le système de TVA entre les professionnels dans l'Union européenne, il fonctionne différemment de la France. En France, quand vous allez acheter un bien, ou que vous allez, je sais pas, acheter une télévision par exemple, vous allez payer de la TVA sur votre télévision, d'accord, payer 20%. Ce qui veut dire que la personne, enfin la société qui vous a vendu la télévision, elle vous fait une facture. Sur sa facture, il y a 20% de TVA et elle va la reverser à l'État. Okay, quand on est entre professionnels, eh ben, celui qui a la télé, il vend à un professionnel, il lui facture de la TVA. Celui qui a reçu sa télé va refacturer derrière. Et vous avez un système en fait, qui s'équilibre. C'est-à-dire entre la TVA que vous versez et la TVA que vous collectez, la différence des deux, l'État vous la rembourse. Ce qui fait que c'est neutre en fait, pour les entreprises, la TVA. Le problème qu'il y a dans l'Union européenne, c'est que la TVA, quand vous vendez un bien d'un pays vers un autre, elle est ce qu'on appelle auto-liquidée. Ça veut dire que, contrairement à ce qui se fait dans le pays, ce n'est pas celui qui va vous vendre le bien ou le service qui va facturer la TVA, c'est celui qui achète qui doit l'auto-liquider. Donc, on a eu une pratique qui s'est appelée le carrousel de TVA, qui s'est développée. Il y a des petits malins qui se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter nos caisses de téléphone portable, par exemple, en Belgique. Je vais les acheter pour 100 000 €. Donc, celui qui me les vend, il me fait une facture à 100 000 € hors taxe, sans TVA. Moi, j'ai acheté 100 000, je suis censé payer 20 000 € de TVA à l'État français. Je ne vais pas le faire. Par contre, je vais quand même les revendre. Et je vais les revendre en vendant avec une facture de TVA. Donc, comme si j'avais collecté, je vais vendre 100 000, et comme si j'avais collecté, moi, 20 000 € de TVA. Et sauf que la TVA que va me payer celui qui m'a acheté les téléphones, je ne vais pas la reverser non plus. Et donc, je me barre dans la nature avec mes 36 000 € de TVA, ni vu ni connu, sans aucun problème. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous avez sans doute entendu parler de la fraude au quota carbone. Et c'est sur ça que ça a reposé. On parle de dizaines de milliards. Vous avez aujourd'hui Marco Mouli qui fait un peu le beau sur les différents plateaux télé. C'était sur ça en fait qu'il avait réussi à reposer son arnaque. Donc, facilité vraiment déconcertante de fraude parce que vous n'avez justement pas ce contrôle à votre frontière. Avant, quand vous aviez un douanier, vous saviez au moins le bien qui rentrait. Et s'il n'y avait pas de déclaration de TVA, pas de l'auto-liquidation, on pouvait plus facilement remonter aux fraudeurs. Là, c'est beaucoup plus difficile. Et comme je vous dis, 20 à 25 milliards par an. Troisième point, l'Union européenne et les délocalisations. Est-ce que vous savez tout ce que c'est qu'une délocalisation? Facile, on a une entreprise en France, on la délocalise ailleurs. Pourquoi est-ce que l'Union européenne favorise les délocalisations? Ouais. Pour la manœuvre pas chère et contribuer à payer des salaires.
tout à fait, main-d'œuvre pas chère, contribuer à payer les salaires, et surtout, pas oublier les 4 libertés de circulation. Comme je peux mettre mon entreprise où je veux pour optimiser la fiscalité, je peux le faire aussi pour la main-d'œuvre. Donc, quand vous avez dans le même espace économique, sans barrière douanière, et avec en plus une liberté totale de circulation des capitaux, des biens, des marchandises. Capitaux, pour que vous représentiez un petit peu, c'est vous avez une société en France qui a de l'argent, elle prend de l'argent de son compte bancaire, elle va ouvrir une société en Roumanie, c'est un déplacement de capitaux. C'est aussi simple que ça. Elle va ouvrir une filiale ailleurs. Est-ce que c'est vrai aussi pour les auto-entrepreneurs? Imaginons, je suis auto-entrepreneur, je serai VTC, Ouais. et puis je m'ouvre un compte en poste restante pour un Sosofol, je peux éviter l'URSSAF. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est vraiment avec les sociétés, pas avec le statut d'auto-entrepreneur. Surtout que je ne crois pas que le statut d'auto-entrepreneur il soit reconnu dans ces... En fait, le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut fiscal et social qu'on a créé en France, mais ce n'est pas un statut juridique à proprement parler. Non, là, c'est vraiment une société. Vous avez Renault, par exemple, qui voit que, je sais pas, en Bulgarie, vous avez par exemple le salaire, le SMIC brut, qui est à 399 €. En France, c'est 1709 €. Vous voyez la différence? C'est une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui a été formée. Vous avez des ouvriers qui ont connu, bon, moins maintenant, mais quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, vous aviez encore des ouvriers qui avaient connu l'industrie communiste. Donc il y avait un niveau technique qui était très bon et qui était vraiment payé que dalle par rapport aux ouvriers français. Donc ça, c'est possible par cette liberté de circulation. Pour vous donner... alors il y a ça, mais il y a aussi le fait que quand vous avez monté votre société dans ce pays-là, vous pouvez vendre évidemment vos produits vers la France sans qu'il y ait de tarifs douaniers, évidemment. Pour vous donner un petit peu une idée des écarts, je prends les SMIC. Alors pourquoi je prends les SMIC et pas les salaires moyens? Il y a quand même une corrélation qui est assez importante. Pardon, pas les salaires moyens, mais les salaires médians. Dans toute l'Union européenne, là pour le coup, c'est plutôt assez uniforme. Le salaire, le SMIC, représente à peu près 65%, 55 à 65% du salaire médian. Salaire médian, ça veut dire qu'il y a la moitié de la population qui gagne plus, la moitié de la population qui gagne moins. Donc quand on vous donne l'état des SMIC dans l'Union européenne, ça vous permet de savoir à peu près combien coûte réellement la main-d'œuvre dans ce pays-là. Pour vous donner donc un ordre d'idée, SMIC en 2023, la France, 1709 € brut, hors charge patronale. Hors charge patronale. Portugal, 887 €. Déjà 2 fois moins. Pologne, 746 €, un peu plus de 2 fois moins. République tchèque, 717 €. Roumanie, 606 €. Hongrie, 579 €. Bulgarie, 399 €. Si je prends en plus, cette fois-là, un coût horaire moyen du travail, donc coût horaire moyen, là je fais une moyenne, la France, c'est 38,40 €. L'Espagne, 22,40 €. La Pologne, 11,20 €. Donc, vous voyez l'écart, plus de 3 fois inférieur. La République tchèque, 15,10 €. La Roumanie, 8,10 € et la Bulgarie, 6,90 € pour la même heure de temps de travail. Vous voyez l'écart de compétitivité qui est extrêmement important. Alors on pourra vous dire, oui, mais ces braves gens des pays de l'Est, eh ben, on va les aider à se développer et regardez, leur salaire augmente. Alors c'est vrai. On remarque une croissance, par exemple depuis 2018, le SMIC brut en France, il a augmenté de 14%. Au Portugal, il a augmenté de 36%, en Pologne 55%, en République tchèque 53%, en Roumanie 48%, en Hongrie 38% et en Bulgarie 52%. Le problème étant que, on parle de quelque chose qui date d'il y a 6 ans. À cette vitesse-là, on a le temps de finir d'achever l'industrie et l'agriculture française avant qu'on soit arrivé au même niveau de SMIC. C'est une croissance qui est quand même lente et c'est logique. C'est logique parce que là aussi, l'Union européenne ne peut pas imposer d'harmonisation en matière de salaire minimum. Parce qu'il faut également l'unanimité des États sur ce sujet-là. Je reviendrai après un petit peu sur les majorités, etc., au niveau du vote au Conseil de l'Union européenne. Ce qui veut dire que vous n'aurez jamais les États comme la Bulgarie, la Roumanie qui vont dire du jour au lendemain, ah ben nous on met le SMIC français.
Enfin, je ne sais pas si vous imaginez le niveau d'inflation. Enfin, l'économie va être en totale surchauffe, c'est impossible. Les écarts sont beaucoup trop grands. Et admettons que, par hypothèse, cette croissance phénoménale des salaires se faisait, arrivait, vous trouverez toujours plus pauvre ailleurs. Et quand vous regardez qui est aux frontières de l'Union européenne, eh ben, en Ukraine, le SMIC brut, il est de moins de 200 € par mois. Et en Moldavie, il est de moins de 100 € par mois. Vous comprenez l'acharnement de certains à vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne aussi. On a un élément de réponse, je pense. Et puis, cerise sur le gâteau, vous avez évidemment les travailleurs détachés. Alors, les travailleurs détachés, c'est un argument qui est à manier avec prudence, parce que les règles ont évolué en la matière. Au début, le travailleur détaché, vous le payez avec le salaire du pays de départ. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous êtes obligé de le payer avec un salaire français si vous avez un travailleur détaché en France. Pour reprendre, travailleur détaché, c'est vous avez un Polonais qui vient en France travailler pour une société française qui va conclure un contrat à court terme et puis qui va être payé avec un salaire français. Par contre, ces cotisations sociales, elles, ce sont les cotisations sociales de son pays. Et là, vous avez également des écarts importants. La France, c'est 45% de cotisations salariales patronales sur la rémunération, 45%. L'Espagne, 36%, le Portugal, 33%, Pologne, 33%, Bulgarie, 32%, République tchèque, 39%. Donc vous avez quand même une décote. Mais le nombre de travailleurs détachés n'est pas vraiment le cœur du problème au niveau des délocalisations, du dumping social. C'est vraiment le fait que vous soyez dans un marché qui est complètement ouvert avec des pays qui ont des économies très différentes et des niveaux de revenus qui sont très différents. C'est clair ? Ensuite, là, on va attaquer un morceau qui est assez costaud, l'euro. Alors, l'euro, c'est un sujet à manier avec beaucoup de prudence. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on échangeait. C'est extrêmement technique, c'est extrêmement compliqué, et ce n'est pas le sujet que je mettrai le plus facilement en avant quand je vais aborder quelqu'un dans la rue pour parler de l'Union européenne. Les autres sujets, les trois sujets qu'on a vus avant, c'est très simple en fait. C'est très factuel, n'importe qui peut faire la soustraction et comprendre que oui, effectivement, il y a un désavantage à ce niveau-là. En plus, vous lui expliquez que ce n'est pas l'Union européenne qui peut régler le problème, donc vous marquez 2 points. Vous marquez un point sur l'existence du problème, un deuxième point sur le fait que vous ne pouvez pas le résoudre. Donc, s'il n'est pas content, soit il prend son mal en patience, soit il nous rejoint et puis il décide de sortir de l'Union européenne. L'euro, c'est plus compliqué. L'euro, c'est plus compliqué parce que ça répond en fait à des problématiques et des éléments qui sont assez différents. Est-ce que vous avez déjà une idée de problèmes, par contre, qui sont assez évidents et qui pourraient assez facilement être mis en avant de l'euro? Pourquoi est-ce qu'il faudrait sortir de l'euro? En quoi l'euro pose problème? L'euro est très fort par rapport au dollar. Ouais. Il y a le problème de parité de l'euro vis-à-vis de l'extérieur. Alors ça, on pourrait vous dire, ouais, mais on peut baisser la parité. On peut s'arranger dans toute l'Europe. Ils n'ont pas le même pouvoir d'achat dans tous les pays, effectivement. On vient de le voir avec les SMIC que, par exemple, l'euro n'aura pas la même valeur dans tous les pays. Alors, ça effectivement, ça c'est si on avait encore une parité qui fluctuait entre les pays. Donc je suis d'accord, ça montre que les économies sont différentes. Et là, ce n'est pas ce que je dis. C'est en quoi l'euro, pour la compétitivité française, pose problème. Oui. Ouais, c'est ce que monsieur a dit. Effectivement, c'est trop fort pour nous. Alors, c'est trop fort pour nous. Pourquoi c'est trop fort pour nous? Parce que l'euro, imaginez, quand on l'a créé, en 1999, on s'est dit, il va y avoir les pays de la zone euro. Et bien, à partir d'aujourd'hui, leur monnaie, l'euro français, l'euro allemand, l'euro belge, l'euro italien, ils vaudront tous 1 pour 1, jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle la parité fixe. Ça, au niveau monétaire, c'est un non-sens absolu. Normalement, une monnaie, vous avez 2 façons en fait de la faire varier. Soit vous avez un taux de change qui est dirigé, exemple de la Chine. La Chine, elle dit depuis des années, bah non, ma monnaie, elle vaut tant par rapport au dollar et c'est moi qui décide de la valeur de ma monnaie par rapport au dollar. Taux dirigé, c'est logique, c'est un pays qui est communiste.
Et vous avez l'autre versant qui est partagé par la plupart des pays du monde, qui est de faire une monnaie avec un taux de change flottant. Ça veut dire que c'est différents éléments qui vont faire varier le taux de votre monnaie. Je prends un exemple. Vous avez comme critères qui font varier la valeur de votre monnaie la balance commerciale. La balance commerciale, c'est quoi? C'est la différence entre le nombre de biens qui rentrent dans votre pays et le nombre de biens qui en sortent. Okay? Aujourd'hui, la balance commerciale de l'Union européenne, elle est positive. Ça veut dire que l'Union européenne exporte plus de biens qu'elle en importe. Pourquoi? Parce que dans la balance commerciale de l'Union européenne, vous avez des pays qui sont très exportateurs, comme l'Allemagne, comme la Pologne, etc. Mais quand on regarde au détail à l'intérieur de chaque pays, la France, par exemple, elle a une balance commerciale qui est négative. Ça veut dire qu'on importe plus de produits qu'on en exporte. D'accord? Quand vous avez ça, en quoi ça va influer sur votre monnaie? Eh bien, quand vous avez une balance qui est négative, ça veut dire que les gens qui vont avoir besoin d'acquérir votre monnaie à l'extérieur, ils vont être moins nombreux. Il va y avoir une baisse de la demande sur votre monnaie. Et ensuite, c'est un rapport d'offre et de demande. Votre monnaie va baisser en valeur. Alors, ce n'est pas une réalité absolue. C'est un des paramètres qui peut s'expliquer, qui peut expliquer la variation d'une monnaie. Or, si je reprends mon cas de l'euro, avec une parité fixe, on voit que les différences économiques entre la France et l'Allemagne, notamment, elles se sont accrues. C'est-à-dire que la balance commerciale de la France par rapport à l'Allemagne, elle n'a fait que se creuser. L'Allemagne n'a fait que de nous exporter plus de biens et nous n'avons fait que de lui importer plus de biens par voie de conséquence. Ce qui fait que dans un système de change flottant, la valeur de la monnaie française aurait dû s'ajuster par rapport à la valeur de la monnaie allemande. Sauf que comme on a dit non, c'est 1 pour 1, eh ben, cette parité fixe en fait, empêche ce mécanisme d'adaptation de la monnaie de se mettre en œuvre. Donc vous avez le pire du communisme et le pire du libéralisme dans la même institution en fait. Pour vous expliquer également d'autres critères de variation de la valeur d'une monnaie, vous avez également l'entrée ou la sortie de capitaux. Si tous les capitaux qui sont dans votre pays, donc l'argent que les gens ont placé ici, s'en va à l'étranger, vous allez avoir une baisse de la valeur de votre monnaie. La baisse de la confiance également. C'est-à-dire que si on considère que tel gouvernement va laisser exploser le déficit public et qu'on n'est pas tout à fait certain qu'il nous rembourse les dettes qu'il nous doit, eh ben il va perdre la confiance des marchés, ça va faire baisser la valeur de sa monnaie. Et puis, il y a un autre moyen, et ça me permettra d'enchaîner avec la suite, c'est les taux directeurs de la Banque centrale. Les taux directeurs de la Banque centrale, c'est quoi? C'est que la Banque centrale, elle dit, à partir de maintenant, tous ceux qui m'empruntent de l'argent, c'est-à-dire les banques, vont me l'emprunter à tel taux. Okay? Plus vous augmentez le taux directeur, moins vous avez de banques qui vont venir emprunter de l'argent, moins vous allez avoir d'émissions monétaires. Je prends un exemple récent, ça a été ce qu'on appelle le quantitative easing. Le quantitative easing, c'est quoi? C'est la Banque centrale européenne qui s'est dit on manque de liquidité dans l'économie européenne, donc on va faire tourner la planche à billets. Comment on va faire tourner la planche à billets? Eh ben, on va prêter de l'argent à taux nul ou négatif. Ce qui veut dire que les banques des différents pays venaient emprunter auprès de la BCE pour des taux nuls et négatifs et ensuite prêter cet argent à vous, à moi, à des entreprises, à des taux qui sont légèrement supérieurs mais qui leur permettent de faire une marge. Bon, ça a fait qu'il y a eu un énorme afflux de liquidités au niveau de l'Union européenne et ça explique également l'inflation dans laquelle on est. Eh bien, ce taux directeur de banque centrale, la problématique qu'on a, c'est qu'on ne peut plus jouer dessus étant donné qu'il ne dépend que de la Banque centrale de l'Union européenne, la Banque centrale européenne. Et ça, c'est un gros problème parce que la politique que vous allez mettre en place sur votre taux directeur, elle va aussi dépendre du pays en question. Je prends un exemple pour la France. Aujourd'hui, on a dans une situation économique qui est extrêmement difficile. On a battu le record de faillite de 2008, je crois. Donc on est vraiment dans une situation économique très compliquée. On est dans un contexte de récession. L'idée, en fait, normalement, ça serait de remettre de l'argent dans l'économie pour qu'on puisse relancer un petit peu la machine. Or, la BCE, ce qu'elle a comme mission, c'est de limiter l'inflation.
Donc, qui dit limiter l'inflation, ça revient à une perte de valeur de votre monnaie. Ce qu'elle va faire, c'est de dire, moi, j'augmente mon taux directeur et je ne le baisse pas. Et comme ça, il y a moins d'emprunts, il y a moins d'argent qui circule. Et donc, la valeur de ma monnaie ne se déprécie pas. Le problème, c'est que la France ne fonctionne pas comme ça. Et que les entreprises françaises, ce n'est pas des entreprises allemandes, ce n'est pas des entreprises néerlandaises. Elles ont besoin d'emprunter pour vivre. La France est une économie où les entreprises vivent sur le crédit, comme les économies des autres pays latins. Ce n'est pas le cas des Néerlandais qui ont capitalisation qui est assez énorme. Mais ça, c'est des impensés collectifs qu'on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Autre problématique, notre marché immobilier. En France, on a un gros problème de logement. L'accès au logement et la propriété du logement est extrêmement difficile en France. Or, ce que nous dit la Banque Centrale Européenne, c'est la chose suivante. Moi, je vais augmenter les taux directeurs. Comme ça, les banques elles vont prêter à des taux plus importants. Les ménages français ne vont pas réussir à emprunter. Donc, ils ne vont plus aller chercher à acheter des biens immobiliers. Donc, comme il y aura une baisse de la demande, il y aura une baisse de la valeur des biens immobiliers. Voilà. Vous êtes la variable d'ajustement en fait, au niveau financier. Sauf qu'on le voit que ça ne marche pas, parce que de toute façon, il y a une pénurie de logements en France. Donc, le fait d'avoir une institution qui est indépendante, c'est une institution sur laquelle on ne peut pas faire pression. Vous pouvez avoir les élections que vous voulez au niveau de l'Union européenne, telle majorité qui se retrouve au Parlement européen, ça ne change rien. Les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne sont choisis par les gouvernements des États. Et après, ils ne doivent leur rendre pas de compte. D'accord ? La seule institution à laquelle la BCE peut rendre des comptes, c'est la Cour de justice de l'Union européenne si elle venait à violer les traités. Mais sinon, vous ne pouvez pas leur dire « je ne suis pas d'accord avec la décision que vous avez prise, vous prenez vos affaires et vous dégagez ». Ça ne marche pas. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la monnaie doit être adaptée à l'économie. Ça, on en revient sur quelque chose d'assez simple. Or, l'euro, c'est quoi? C'est une monnaie qu'on a imposée à tout le monde avec, si je prenais des individus, c'est comme si vous aviez des gens avec des carrures différentes et que vous leur imposiez de porter des vêtements de la même taille. Vous voyez tout de suite le problème. Ça ne va pas fonctionner. En fait, à une époque, ça marchait bien. Le système monétaire du central européen, c'était un système idéal où on dépréciait mois le mois dans une fourchette. Ouais, alors, je reprends ce que vous dites. Donc, monsieur nous dit que le serpent monétaire européen fonctionnait bien à une époque, mais ce n'était pas une monnaie avec une parité fixe. C'est vrai que le serpent monétaire, en fait, c'était un taux d'ajustement qui se faisait entre des monnaies, mais qui pouvait effectivement limiter les variations. Non, le serpent monétaire avait été créé pour limiter la spéculation qui avait été faite sur les monnaies européennes. Et il me semble que c'était George Soros qui avait spéculé sur les monnaies européennes à l'époque. Et pour éviter ça, on avait créé le serpent monétaire. Oui, mais là, il y avait quand même une soupape d'ajustement. Ce qu'on n'a absolument plus aujourd'hui avec cette parité fixe. Est-ce que c'est clair ou pas par rapport à la parité fixe? Ouais. Bon. Là, c'était plutôt des arguments économiques, sauf le premier, celui sur le dumping social, la fiscalité et l'euro, qui parleront plutôt à des gens qui vont être axés à gauche, qui voudraient avoir une possibilité un peu de diriger l'économie et de changer les choses de manière à ce qu'économiquement, on ait une meilleure répartition des richesses. Là, je veux aller sur un argument beaucoup plus à droite, celui de l'immigration. Alors, en quoi l'Union européenne empêche-t-elle de réguler l'immigration? La question étant pas ici de savoir s'il faut la réguler ou pas, mais la question étant de savoir en quoi elle l'empêche de le faire. Alors, madame. L'absence de frontières, tout à fait. Schengen, vous n'avez pas de frontières dans Schengen. Donc, effectivement, si on n'a pas de frontières, c'est beaucoup plus compliqué de contrôler. Mais on peut vous dire, ouais, mais il y a des frontières extérieures. Il y a Frontex qui est censé assurer la protection des frontières extérieures. Ils ne le font pas bien. Ça, on constate qu'ils ne le font pas bien. Pas du tout. La compétitivité. Alors la compétitivité, c'est-à-dire? C'est pour permettre aux entreprises de l'Union européenne de recruter pas cher. Oui, alors ça, c'est pourquoi est-ce qu'il va y avoir certains pays qui vont favoriser l'immigration. Mais ça, on pourrait l'avoir même sans l'Union européenne. On pourrait tout à fait avoir des pays qui disent moi, je veux de l'immigration parce que je veux faire pression à la baisse sur les salaires, donc je veux faire entrer des immigrés. Là, ma question, c'est pourquoi l'Union européenne l'empêche? Oui? C'est la CEDH, c'est les institutions européennes qui ont la compétence
Ouais. Ils ont une vision des droits de l'homme très extensible qui Ouais. nous empêche de contrôler nos frontières et même de renvoyer des gens qu'on souhaiterait renvoyer. Alors, tu as dit deux choses. La CEDH, effectivement, mais la CEDH, ce n'est pas l'Union européenne. La CEDH, c'est une institution à part. Le Conseil de l'Union européenne, c'est autre chose. La CEDH, elle n'a pas pouvoir de vous contraindre. Donc en fait, les décisions de la CEDH, si on voulait dès aujourd'hui, on pourrait s'asseoir dessus. C'est plutôt par le dialogue des juges que la CEDH va poser problème. En revanche, les institutions européennes ont effectivement compétence en matière migratoire, depuis le traité d'Amsterdam en 1999. Qu'est-ce que ça veut dire avoir compétence en matière migratoire ? Ça ne veut pas dire que l'Union européenne va régenter absolument tout et n'importe quoi en matière migratoire. Mais elle a quand même un poids qui est extrêmement important. Je vais vous donner quelques exemples. Elle a notamment la faculté de choisir les critères pour les visas, pour le droit d'asile, pour les modes de contrôle de l'immigration. Et comment elle le fait ? Elle le fait avec ce qu'on appelle des directives. Okay ? Une directive, ça fixe des objectifs à un État et ça lui dit « tu as telle marge de manœuvre, telle marge de manœuvre, telle marge de manœuvre sur ce sujet-là ». Et en matière migratoire, il y a des directives qui sont extrêmement importantes. L'une des plus importantes, c'est celle sur le regroupement familial. Le regroupement familial, c'était une loi qui avait été créée par Valéry Giscard d'Estaing qui permet en fait à quelqu'un qui a émigré en France de faire venir sa famille en France. Cette disposition-là est l'une des sources majeures en fait, d'immigration en France. Je précise, je parle d'immigration légale. Là, les gens qui bénéficient du regroupement familial, ils ont légalement le droit d'être en France. Ce n'est pas des clandestins. Et ce regroupement familial, qui est souvent dénoncé par beaucoup de partis à droite ou qu'on classe à l'extrême droite, eh ben aujourd'hui, il est inscrit au niveau du droit européen, puisque c'est une directive, la directive sur le regroupement familial, qui fait que vous ne pouvez pas l'enlever comme ça. C'est-à-dire que si vous faites en France une loi pour dire moi je veux plus qu'il y ait de regroupement familial, vous ne pouvez pas parce que vous avez cette directive européenne qui existe. C'est trop tard à ce niveau-là. Donc il faudrait le changer au niveau européen. Alors là, il n'y a pas une question d'unanimité, il y a une question de majorité qualifiée qui va nous poser problème. Parce que, j'y reviendrai juste sur le point après pour les modalités de décision, mais vous avez aujourd'hui plus de pays qui ont intérêt, ou qui au moins affichent un intérêt à faire venir de la main-d'œuvre immigrée, ou d'autres en fait qui s'en foutent complètement, et quand c'est mis en balance, ils ne vont pas voter contre. Et la France se retrouvera assez facilement seule là-dessus, et avant que vous réformiez cette directive dans le cadre européen, vous avez du temps devant vous. Vous avez également le droit d'asile. Alors le droit d'asile, pour vous expliquer un petit peu, c'était ce qui était utilisé par des gens qui étaient pourchassés par des régimes autoritaires, etc., et qui pouvaient avoir droit à l'asile en France. C'est un droit, moi, que je trouve extrêmement important, qui est très beau. Effectivement, la France pourrait se dire que tel ressortissant d'un pays qui va dénoncer des exactions d'un autre pays au hasard en Afghanistan, commis par des militaires et qui serait un lanceur d'alerte, pourrait avoir le droit de bénéficier du droit d'asile en France. Donc, vous avez évidemment compris que je faisais référence à Julian Assange, qui lui n'a pas pu en bénéficier. Ce droit-là, en fait, en lui-même ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est son dévoiement. C'est-à-dire qu'il est maintenant utilisé de manière abusive, notamment grâce aux directives européennes sur le droit d'asile, qui rendent son champ d'application extrêmement étendu par rapport à ce que ça devrait être normalement. En fait, le droit d'asile en France, ça ne devrait pas concerner plus d'une centaine de personnes par an, maximum. Or, aujourd'hui, on est sur plusieurs dizaines de milliers, et au niveau de l'Union européenne, on est sur plusieurs centaines de milliers. Donc, un dévoiement complet. Ce droit d'asile, il est encadré maintenant par les règlements, donc Dublin 3. Et Dublin 3, il dit la chose suivante, il dit, quand vous rentrez dans l'Union européenne, l'endroit où vous faites votre demande d'asile, c'est l'endroit où on doit vous redéposer quand vous partez, si vous partez ailleurs dans l'Union européenne. Le problème, c'est que tous les migrants qui viennent aujourd'hui viennent dans des endroits extrêmement localisés. L'Espagne, l'Italie, la Grèce. Et donc,
imaginez un petit peu la situation pour eux si tous les pays appliquaient réellement Dublin et renvoyaient tous les migrants qui ont fait les demandes d'asile chez eux, ça serait totalement ingérable. Donc ce qui se passe en fait en pratique, étant donné qu'il n'y a pas de frontières au niveau national, eh ben, on laisse passer complètement. Et donc vous n'avez aucun moyen aujourd'hui humain ou technique qui fait qu'il y ait un contrôle de l'immigration illégale ou légale au niveau français. Alors, on pourrait l'aménager, effectivement. Là, il y a eu la loi immigration qui avait été votée, bon, qui a été quasiment intégralement censurée par le Conseil constitutionnel, au moins sur les aspects importants. Mais si vous voulez, c'est des choses qui sont à la marge. Donc quand vous avez quelqu'un qui vient en face de vous et qui vous dit avec moi, ça va être immigration zéro, rémigration, machin, tout ça, vous dites que dans l'Union européenne, c'est pas possible. C'est juste impossible. Il va être nécessairement obligé de mettre de l'eau dans son vin. Nécessairement. Donc ces grands programmes-là, c'est du bidon. C'est du bidon. Et vous verrez après sur le fonctionnement, là, quand on va voir un petit peu le fonctionnement des institutions européennes, avant que vous arriviez à faire bouger toute l'architecture pour avoir un contrôle au niveau frontalier, quand on sait en plus que les responsables européens ne sont pas du tout dans cette optique-là, parce qu'eux, ils ne parlent pas en fait de contrôler, mais de gérer l'immigration. C'est de la gestion, ça veut dire que on considère qu'il doit toujours y en avoir, mais voilà, on va réguler, on va faire un règlement là, qui est prévu sur la répartition des migrants par pays, et puis on fera payer des amendes à ceux qui ne veulent pas. Mais il n'y aura pas de décision politique là-dessus pour l'arrêter. Vous pouvez en être sûr et certain. Voilà ce que vous pourriez opposer à ces gens-là. Alors, 6e point, qui est, à mon sens, une clé de voûte un petit peu de l'argumentaire, parce que vous allez nécessairement y arriver, quelle que soit l'entrée que vous avez prise au départ. Est-ce que l'on peut changer l'Union européenne de l'intérieur? Non. Pourquoi? Si j'ai pas vu, suite au congrès de Versailles, qui est traité de Lisbonne, était signé en 2008. Ouais, donc suite au traité de Lisbonne, et pourquoi, madame, on ne peut pas la changer de l'intérieur? Ça fait 40 ans qu'ils essayent, soi-disant. Vous avez raison, à l'expérience, ça fait 40 ans qu'ils essayent. Alors si, elle a quand même changé. À 40 ans, c'est pire, mais ça a changé. C'est l'article 48. Ça a changé quand même. Et c'est l'article 48 TFU qui l'empêche. Ouais. Et pourquoi ça l'empêche? Parce que ça impose l'unanimité des États membres. C'est ça. Unanimité pour changer les traités. Alors attention, on va faire un point de distinction au niveau du droit européen. En droit européen, vous avez ce qu'on appelle le droit primaire et le droit dérivé. Le droit primaire, c'est les traités. Donc il y a beaucoup de choses dans les traités européens. Il n'y a pas que les traités européens. Effectivement, les traités européens, vous pouvez les changer qu'à l'unanimité. Pourquoi? Parce que c'est un contrat, en fait. Si vous passez un contrat entre deux personnes, pour changer le contrat, vous avez besoin de l'accord de tout le monde, ce qui est logique. La problématique étant que quand on est 27, il faut se mettre à 27 d'accord pour changer l'organisation. Les traités européens, eux, ils vont surtout concerner l'organisation institutionnelle de l'Union européenne. C'est un peu la constitution de l'Union européenne, en fait. C'est une constitution et vous avez un peu de dispositions économiques dedans, notamment sur l'euro, qui est là aussi très particulier, parce que, à ma connaissance, je crois que la seule constitution où il y avait des dispositions économiques, apparentées économiques dedans, c'était la constitution de l'Union de l'URSS. Sinon, ça n'a pas de sens, en fait, dans une constitution de mettre des dispositions économiques. C'est très, très dirigiste. Donc, il me semble que c'est l'un des seuls pays, l'une des seules organisations à l'avoir fait. Vous avez donc les traités que vous ne pouvez pas changer sans l'unanimité. Il n'y a pas que les traités. Il y a tout le droit qui va découler après. Donc ça, c'est le droit dérivé. Ça va me permettre de faire un petit débrief un petit peu des institutions européennes, parce que ça peut être un petit peu nébuleux et clarifier un peu toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous connaissez comme institution de l'Union européenne? La Commission européenne, tout à fait. Le Parlement européen, ouais. Il en manque un troisième dans les organes législatifs. Très important. Il y a la Cour de justice, ouais. Alors, il y a le Conseil de l'Europe, c'est la CEDH, mais Conseil, on n'est pas trop loin. Il y a le Conseil européen, ouais. Là, la Commission, on a dit. Non, vous oubliez l'un des plus importants.
et le Conseil de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que le Conseil de l'Union européenne? C'est la réunion des ministres, dans chaque domaine concerné, la réunion des différents ministres des différents pays. Vous avez le Conseil de l'Union européenne de tous les ministres de l'économie et des finances, là où notre fameux représentant Bruno Le Maire va se rendre pour représenter tant bien que mal, mais surtout mal nos intérêts. Donc ça va être le Conseil de l'Union européenne. Bon. Les trois instances, Commission, Conseil de l'Union européenne, Parlement, ils sont dans la partie législative de l'Union européenne. C'est grosso modo ceux qui font des lois. En fait, si on prenait un parallèle avec la France, la Commission, ça serait un peu le gouvernement. Elle vient proposer les textes. C'est la seule qui peut le faire d'ailleurs. C'est la seule qui peut proposer un texte à voter au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas le faire, les parlementaires européens ne peuvent pas le faire. Ça donne une idée un petit peu de la démocratie. C'est comme si on disait, en France, il n'y a que le gouvernement et donc son bord politique qui peuvent proposer des lois. Bon, c'est un premier sujet quand même, point de vue démocratique, qui pose énormément de problèmes. Donc la Commission, elle vient proposer des textes et ensuite ces textes sont votés. Ils sont votés donc par deux instances, soit vous avez le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Donc le Conseil de l'Union européenne, selon le domaine, à chaque fois, il y a 27 membres. Il y a les 27 membres, les 27 ministres sur chaque sujet de différents pays de l'Union européenne. Comment ça se passe? Alors, grosso modo, quand vous faites adopter un texte européen, vous avez la Commission qui est là, qui a son agenda et qui dit « bon, moi j'ai 34 textes à peu près à faire passer ». Elle ne va pas les faire un par un, elle va les mettre les 34 ensemble. Elle va aller voir le Conseil de l'Union européenne, elle va dire « voilà, moi je prévois de faire telle directive, telle directive, telle directive, telle directive sur tous ces sujets-là ». Et elle met ça sur la table du Conseil de l'Union européenne. Donc ça va être en matière migratoire, donc avec les ministres de l'Intérieur, ça va être au niveau économique, au niveau de l'agriculture, etc. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire les États? Ils vont faire les marchands de tapis. Et ça va être que ça, en fait. C'est de la négociation. Donc chacun va essayer de tirer un petit peu le bout de gras. Si je vote cette directive, si je la rédige comme ça, tu me rédiges telle directive comme ceci, comme cela. Et encore une fois, c'est la Commission européenne qui a la main sur l'agenda. Donc c'est elle qui décide de quoi il va être discuté par le Conseil de l'Union européenne. C'est fondamental, parce que selon ce qu'elle va mettre sur la table, les discussions ne vont pas être les mêmes. Typiquement en matière d'énergie, vous avez une directive sur comment on qualifie une énergie verte, est-ce qu'on met le nucléaire dedans ou pas. Vous allez avoir la France qui va faire pression pour qu'on considère le nucléaire comme une énergie verte. Et puis dans le même temps, elle va mettre sur la table une directive au niveau de l'agriculture. Et puis l'Allemagne va dire à la France, ouais, mais si tu votes ton truc sur le nucléaire, moi je ne voterai pas ton truc pour l'agriculture. Et je vais te mettre en minorité parce que si vous voulez, l'État est réduit à être comme une sorte de parlementaire, en fait, dans une assemblée où il va devoir jouer un petit peu avec les majorités. C'est ça, en fait, ce que ça implique, la perte de souveraineté. Ça, c'est extrêmement pernicieux. Une fois que le Conseil de l'Union européenne a décidé, généralement ça vote au consensus, parce qu'en fait les discussions et les négociations se sont faites pour dire on va privilégier tel ou tel point et je vais accepter de perdre sur tel ou tel point, ça part ensuite au Parlement européen. Et le Parlement européen vote ou rejette le texte qui va lui être proposé. Si le Parlement européen rejette le texte, on repasse au Conseil de l'Union, là c'est un peu comme en France avec l'Assemblée nationale et le Sénat, sauf qu'il n'y a pas de dernier mot. En France, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, si jamais il n'y a pas d'accord avec le Sénat. Dans l'Union européenne, ce n'est pas le Parlement qui a le dernier mot sur le Conseil de l'Union européenne. Ce qui veut dire que vous avez l'équivalent d'une commission mixte paritaire, ça revient, ça repart, et par contre, chacune des deux instances a un droit de veto. Donc si on pourrait donner un intérêt au Parlement européen d'un point de vue institutionnel, c'est d'avoir une possibilité de mettre un veto sur un texte. Ça ressemble un petit peu au parlementarisme italien. C'est fait grosso modo pour que ça ne fonctionne pas forcément très très bien. Parce que si on avait, mettons, un Parlement européen qui aurait le dernier mot, là les gens qui diraient oui mais vous changez de majorité au niveau de l'Union européenne aux élections européennes, effectivement on pourrait que leur reconnaître que ça a un impact, pas sur les traités, mais au moins sur le droit dérivé. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Si vous avez les gouvernements qui ne sont pas d'accord avec le Parlement européen, c'est bloqué. Vous ne pouvez rien y faire.
Un petit point également juste sur le Conseil européen, parce que ça avait été évoqué. Le Conseil européen, c'est le Conseil des chefs d'État. Okay, donc il y a Conseil européen, Conseil de l'Union. Conseil européen, c'est celui qui va notamment voter les GOPE, qui sont proposés par la Commission européenne. Et à l'unanimité, le Conseil européen vote les GOPE, sauf l'État qui est concerné par les GOPE. Lui, il n'a pas le droit de voter. Donc c'est les autres qui décident pour lui, en fait. Alors les GOPE, excusez-moi, les grandes orientations de politique économique, c'est des recommandations que fait la Commission européenne, et qui sont donc votées par le Conseil européen. Et elle va dire, vous devez mettre en place telle réforme, telle réforme, telle réforme, pour coller à l'objectif budgétaire des 3%. Si vous n'êtes pas dans l'objectif budgétaire des 3% et que vous n'avez pas respecté mes recommandations, je vous sanctionne. C'est ça les GOPE. Et la sanction, c'est une amende. Sanction financière, l'euro qui va être plus... Enfin, les taux d'intérêt pour le pays en question qui vont être plus importants au niveau de l'euro. Donc, vous allez emprunter pour plus cher vis-à-vis de la BCE. C'est des sanctions économiques, surtout. Voilà sur le point institutionnel. Sur les majorités, pour revenir un petit peu au Conseil de l'Union européenne, et que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Je vous ai expliqué qu'il y avait des domaines où il y avait l'unanimité, et il y en a où il n'y a pas l'unanimité, par définition. Alors dans les domaines où il y a l'unanimité, au niveau du SMIC, au niveau de la politique fiscale, alors il y en a d'autres, hein. J'avais noté sur les domaines où il faut l'unanimité. Vous avez évidemment la politique étrangère et de sécurité, ça il faut l'unanimité des États, mais tous les autres à peu près, grande majorité des domaines, vous avez ce qu'on appelle la majorité qualifiée. Alors la majorité qualifiée, comment ça marche ? Quand vous avez votre texte qui est mis au vote au niveau du Conseil de l'Union européenne, on fait un décompte. Il faut que vous ayez au moins 65% qui soient favorables au texte, non, 55% pardon, des États, c'est-à-dire 15 États sur 27, et que ces États-là représentent 65% de la population de l'Union européenne. Avec un point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut un minimum de 5 États, je crois, ouais, c'est ça, de 5 États, pour éviter que les gros États en fait, imposent tout aux petits. Donc, je reprends, vous avez le Conseil de l'Union européenne, les différents ministres qui se réunissent, ils votent à la majorité de 55%, okay, donc il faut qu'il y en ait au moins 15 sur 27 qui soient d'accord, et que ces 15 sur 27, quand on prend leur population, ça représente 65% de la population de l'Union européenne. Ça veut dire que vous avez un certain nombre d'États qui peut imposer à d'autres États des règles. Et donc, quand vous avez des hommes politiques qui viennent vous dire dans les médias « Ah, mais c'est très simple, moi je fais la chaise vide comme le général de Gaulle », ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas l'unanimité, ça ne sert à rien. De toute façon, le vote aura lieu sans vous, et vous pouvez tout à fait être mis en minorité sur ce sujet-là. Donc, soit vous arrivez à manœuvrer avec les États, mais vous ne pouvez pas tout imposer parce que chacun a ses intérêts à défendre, évidemment. Soit vous décidez de mettre un terme à tout ça. Et si vous avez vraiment une ambition de porter un programme de rupture et de ne plus être dépendant de vos partenaires européens, eh ben vous sortez. Voilà sur l'aspect institutionnel. Septième point qui peut aussi vous amener à là, parce que vous dites ok, on ne peut pas sortir de l'Union, enfin on ne peut pas changer l'Union européenne de l'intérieur, très bien, on ne va pas obéir. Ok, moi je n'obéis pas à l'Union européenne. L'Union européenne, combien de divisions, qu'est-ce que va faire la Commission européenne, qu'est-ce que vous répondriez à ça? La désobéissance à l'Union européenne. Pourquoi on ne peut pas désobéir à l'Union européenne? Sanctions financières, ouais. Mais les sanctions financières, vous pouvez dire, mais je ne les paye pas. Vous pouvez dire, je ne les paye pas. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison, madame. Il y a la problématique de l'euro. Ça, c'est déjà un bouton. Alors, en principe, la BCE n'a pas à utiliser l'euro comme elle le veut pour mettre des sanctions. Mais bon. C'est en principe. C'est en théorie. Voilà. Moi, je ne me risquerais pas à partir là-dedans, à rentrer en guerre quand je n'ai pas le contrôle monétaire.
surtout si toutes les instances européennes sont contre moi. Autre chose, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que l'euro? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas désobéir? Ouais. Ouais, aussi sur le marché européen, on n'aura plus le droit d'acheter certaines choses ou elles ne vont plus circuler. Alors tu veux dire que le droit européen ne s'appliquera plus à nous? En respectant par exemple l'espace Schengen, Il y aura des restrictions par rapport aux bénéfices qu'on aurait du droit européen, c'est ça? Tu veux dire quelque chose? Ça va jeter un froid diplomatique avec d'autres pays membres. Ça, c'est sûr que ça va jeter un sacré froid. Ouais. Surtout que l'Union européenne n'a qu'à attendre le changement d'élection. Exactement. Le prochain tour. Exactement. Vous dites plusieurs choses là qui sont tout à fait justes. Vous allez jeter un froid avec les autres pays européens, donc les autres pays européens ne vont pas respecter non plus le droit européen vis-à-vis de vous. Et vous n'allez pas aller voir après la Cour de justice de l'Union européenne en disant « mais ils ne respectent pas le droit européen ». Là, vous pouvez vous la mettre derrière l'oreille, hein. C'est impossible. Donc vous allez vous retrouver en guerre contre les 26 autres pays. Surtout si vous prenez des dispositions qui sont contre eux. Hein. Ça, c'est évident. Et comme l'a bien dit Firas, si jamais vous avez des sanctions au niveau économique avec la BCE, l'Union européenne, en fait, n'a pas votre agenda. L'Union européenne, elle n'a pas d'impératif démocratique. Elle sera là après les élections. Vous, non. Vous perdez le pouvoir parce que l'inflation, elle explose, que vous avez plein de problèmes au niveau de l'approvisionnement de tel ou tel bien, etc. Mais vous allez perdre votre prochaine élection. Vous allez être remplacé et vous avez un autre candidat qui, lui, va payer toutes les sanctions qui ont été prévues par l'Union européenne, etc. On a eu un exemple comme ça, c'est avec Sarkozy. Chirac, quand il était président de la République, la France avait été sanctionnée plusieurs choses. Il y avait eu notamment une histoire des fraises espagnoles qu'on avait essayé de bloquer. Et l'Union européenne avait mis des sanctions et des astreintes à la France, plusieurs milliards d'euros. Et puis quand Chirac est parti et que Sarkozy est arrivé au pouvoir, Sarkozy les a payés. Parce que Sarkozy, c'était un grand Européen. Ouais. Mais sur le bras de fer, effectivement, et puis on pourrait même aller encore plus loin et dire il y a une portée de canon entre Francfort-sur-le-Main et puis Strasbourg. Mais bon, on s'embarquerait là dans des choses qui sont extrêmement compliquées. Au-delà de ça, il y a un autre point que vous n'avez pas soulevé et qui est extrêmement important par rapport à la désobéissance à l'Union européenne, ce sont les juges. Les juges. Les juges, c'est extrêmement important, parce que les juges, c'est eux qui appliquent le droit de l'Union européenne. Quand vous avez un contentieux en France, mettons, vous avez, on va prendre l'exemple de l'immigration. Vous avez un clandestin qui est arrêté, qui est placé en centre de rétention, etc., qu'on va expulser. Et puis, il va contester son expulsion en se basant notamment sur telle directive, tel texte européen. Eh bien, le juge français, que vous ayez changé la loi ou pas, il va vous dire, ta loi, je m'en fous. Moi, j'applique le droit. Le droit, c'est quoi? C'est le droit européen qui est supérieur au droit français. J'écarte la loi française. Factuellement, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe depuis les années 70 pour la Cour de cassation. C'est l'arrêt Jacques Vabre. Et pour le Conseil d'État, c'est l'arrêt Nicolo 89. Au début, ça s'appliquait uniquement sur les traités internationaux. Parce qu'avant, en fait, les juges, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, un traité, il doit être ratifié pour être valable en droit français. S'il a été ratifié par une loi, ça veut dire qu'une loi qui viendrait après cette loi de ratification, elle peut être supérieure au traité. C'était logique, en fait, ce qu'avait fait le Parlement pouvait le défaire. Les juges ont renversé cette jurisprudence. Donc aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Et ils l'ont appliqué également au droit européen. Ce qui fait que quand vous avez une directive, ce n'est pas des dispositions précises, hein, c'est des objectifs, et que l'État n'a pas pris de loi pour transposer sa directive, eh ben, vous avez un délai hein, quand il y a une directive qui sort, et ben, à l'issue de ce délai, l'État est contraint normalement de transposer la directive. Si ce n'est pas fait, eh ben, le juge peut annuler les actes administratifs qui ont été pris en contradiction de la directive et il peut écarter la loi. Donc, ça ne veut pas dire que la loi elle est pas valable, c'est-à-dire qu'il dit moi je ne l'applique pas. Ça va plus loin que ça encore.
Parce que le juge, quand il a un doute, il peut faire ce qu'on appelle une question préjudicielle, et il le fait encore plus souvent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va voir la Cour de justice de l'Union européenne et il lui dit ah, « j'ai telle problématique, je ne suis pas trop sûr s'il n'y a pas un problème de compétence avec le droit de l'Union européenne, qu'est-ce que tu en penses ?» Et la Cour de justice de l'Union européenne, elle lui répond. Elle dit « oui, ça c'est droit de l'Union européenne, ta loi, elle n'est pas conforme, donc tu as raison de ne pas l'appliquer. » Et donc là, on est face à un problème majeur, parce que vous ne pouvez pas changer la loi pour contraindre les juges, vous ne pouvez pas non plus changer la Constitution pour contraindre les juges. J'écarte tout de suite cet élément-là, parce que c'est un élément qui est souvent donné, qui est de dire il n'y a qu'à changer la Constitution et dire la loi est supérieure au droit de l'Union européenne. Alors vous avez plusieurs mécanismes pour ça. Vous pouvez changer le mécanisme sur le rapport entre les traités internationaux et la loi, et de dire que une loi postérieure à un traité, elle lui serait postérieure. Bon. La problématique, c'est que vous avez quand même dans la Constitution un article qui vous dit « la France appartient à l'Union européenne », donc elle se conforme au droit de l'Union européenne. Si vous n'enlevez pas ce truc-là, vous avez deux dispositions contradictoires. Moi, je vous le dis tout de suite, les juges ils vont dire « ouais, ok, cet article 55, il va s'appliquer pour les autres textes internationaux, mais pas pour les textes de l'Union européenne, pour le droit européen. » Vous pouvez enlever cet article qui parle justement de l'adhésion à l'Union européenne, mais ça s'appelle un Frexit. Ça s'appelle un Frexit. Frexit, ce n'est pas que l'article 50. Je change ma constitution, je dis ma loi, ma constitution, tout est supérieur au droit de l'Union européenne, vous faites un Frexit, concrètement. Nous, à la Génération Frexit, on milite pour un référendum, c'est justement pour changer la constitution dans ce sens-là. Donc vous ne pouvez pas le faire comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre juge ? Si vous y réfléchissez, en fait, en poussant l'argument jusqu'au bout, vous allez basculer dans un changement de régime. Vous allez faire quoi pour contraindre un juge ? Vous allez mettre un gendarme derrière chaque magistrat avec un flingue sur la tempe en disant « tu votes comme je t'ai dit de voter ». C'est impossible. Là, si des gens qui vous disent « sortir de l'Union européenne fait peur » arrivent à ces solutions-là, in fine, quand on pousse le raisonnement, excusez-moi, c'est complètement... ça n'a aucun sens. Donc, vous avez comme seule possibilité d'imposer aux juges un droit que vous allez établir et que vous allez changer. Il faut changer le droit, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut arriver, in fine, à sortir du droit européen et de l'Union européenne. Pour reprendre ce qui vient d'être dit, donc, ça abaisse la valeur de la parole de la France vis-à-vis de l'étranger parce qu'on ne respecte pas nos engagements. C'est vrai aussi, ça peut être un argument à mettre un petit peu au crédit de cette idée-là. Sur le juge, c'est clair ou pas ? Un juge, il applique le droit. Si vous avez un traité qui est contraire à une loi, le juge a le droit d'écarter la loi et le juge a le droit d'annuler un acte administratif réglementaire qui est contraire à un traité international. Voilà. Et j'irai même plus loin, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est que même l'administration, normalement, l'administration est tenue d'appliquer le droit de l'Union européenne. Donc si je reprends mon hypothèse tout à l'heure, admettons, en poussant ce qu'a dit Alexis, qu'on retire nos troupes de l'Est, etc., on peut s'engager là-dedans dans le bras de fer, mais on va avoir nos partenaires contre nous au niveau de l'Union européenne, on va avoir les instances de l'Union européenne contre nous, donc potentiellement la BCE, etc., potentiellement également nos alliés américains qui ont tout intérêt à maintenir l'Union européenne et qui s'évertuent à ça depuis maintenant des décennies, et donc ils vont également se mettre contre nous. Mais en plus de ça, donc de l'affrontement extérieur, vous allez avoir une guérilla intérieure avec vos juges et avec votre administration. C'est du suicide. C'est du suicide. Et in fine, vous allez vous faire balayer en fait aux élections suivantes parce que vous n'aurez pas mis en œuvre votre programme pour lequel vous avez été élu et que les gens vont dire il est comme tous les autres. Et il a trouvé des excuses, machin, de ceci, de cela. Et l'Union européenne, elle a le temps. Elle sera là dans X temps où elle va pas... malheureusement, son existence n'est pas conditionnée à des élections et à un support démocratique. Est-ce que c'est clair ce point-là ? La désobéissance au traité, c'est assez essentiel. Maintenant, le 8e point, un argument qui est souvent avancé, qui est de dire la France est trop petite sans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous répondez en général à ça, quand vous dites la France est trop petite ? Alexis ? On parlait de la Corée du Sud. Corée du Sud, ouais, c'est un bon exemple.
On peut comparer effectivement avec d'autres pays, la Suisse, ouais. Ouais. La Norvège. Alors la Norvège aussi, c'est particulier, c'est qu'ils ont les hydrocarbures. Malheureusement, en France, on n'a pas de pétrole. On était censé avoir des idées. Ouais. L'hydrogène, ouais. La France est présente sur toutes les mers du monde. Elle ne se réduit pas uniquement à l'Hexagone, effectivement. Mais cette idée de la France trop petite, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça vient d'une erreur d'appréciation de ce que c'est que la notion de puissance? Est-ce que la puissance, c'est quelque chose qu'on peut calculer de manière arithmétique avec des kilomètres carrés, des nombres d'habitants? Non. Moi, j'aime bien cette image-là. Je prends la puissance en fait comme un vecteur, une formule mathématique. Donc un vecteur, vous avez une direction, vous avez un sens et vous avez une longueur. Donc on appelle une norme. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est de dire ma volonté va s'imposer à mon environnement autour sur tel sujet, donc dans une direction, okay, dans un sens, et j'ai tel moyen, donc ça c'est la longueur de mon vecteur, pour le mettre en application. On a un exemple aujourd'hui qui est absolument parfait en fait d'expression de ce que c'est que la puissance et que ce n'est pas simplement quelque chose d'arithmétique. Prenez l'exemple russe. PIB de la Russie, 2 000 milliards de dollars. PIB de l'Union européenne, 15 000 milliards de dollars. Population de la Russie, 143 millions d'habitants. Population de l'Union européenne, 447 millions d'habitants. Si je réfléchissais en termes de puissance arithmétique, la Russie devrait se faire écraser dans le conflit ukrainien. Or, ils produisent 3 fois plus d'obus que nous. Donc, vous voyez que sur cet aspect-là, la notion de puissance, elle n'a pas de sens, en fait. Et il faut sortir de ce prisme-là, de l'avoir de manière purement arithmétique. Il y avait l'exemple de la Corée du Sud, il y avait l'exemple de Singapour, il y a l'exemple de Taïwan. Taïwan a la Chine en face d'elle. Pour l'instant, Taïwan résiste encore et demeure indépendant. Mais qu'est-ce qu'on devrait dire si on avait un voisin aussi puissant à côté et qu'on était un pays de cette taille, en considérant que la France est trop petite? Donc ça, cette appréciation de la puissance, il faut évidemment la relativiser. Il y a également autre chose. Donc si vous reprenez la notion de vecteur, un vecteur, ça a une direction. La direction, en fait, c'est votre intérêt. L'Union européenne, elle n'a pas d'intérêt propre. Le seul intérêt qu'elle a, l'Union européenne, c'est de justifier son existence. Pour justifier son existence, elle abaisse les différents États, et ce qui lui permet d'exister, elle. Mais ça, ce n'est pas un intérêt géostratégique. Vous êtes d'accord? Un État, la France, une nation, elle a un intérêt. Quand vous n'avez pas ça, eh ben, en fait, vous avez une espèce d'organisation qui va partir un petit peu dans tous les sens. Donc, il y a l'intérêt d'un pays qui va primer par rapport à l'intérêt d'un autre sur tel domaine. On l'a vu par exemple dans le conflit aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Les atermoiements de l'Union européenne, ils dépendent en fait des atermoiements des États. L'Allemagne au début était frileuse parce qu'elle disait « mais moi je ne peux pas me passer du gaz russe ». Comment vous pouvez avoir un intérêt qui est clair? Je ne parle pas de l'opportunité ou pas de rentrer en conflit. Là c'est vraiment d'un point de vue purement théorique, comment on peut dégager une notion de puissance quand on n'a pas de sens ou de direction à laquelle appuyer. Ça ne marche pas. Donc vous vous neutralisez en fait. Vous avez une forme de neutralisation qui se met en place. Et puis, il faut évidemment faire mention du potentiel français. Donc il y a la langue française qui est parlée sur tous les continents. On reste quand même un pays, on reste quand même une puissance économique, alors qu'on a quand même des cochons au niveau du gouvernement depuis des décennies. C'est-à-dire que c'est dire la résistance de l'économie française quand on voit qui nous gouverne depuis des décennies et de se dire qu'on est encore là, quoi. On est encore là, malgré tout. On est capable de fabriquer des avions de combat tout seul, on est en possession évidemment de la dissuasion nucléaire, on a des porte-avions nucléaires, on a des sous-marins nucléaires, on a un armement qui est quand même extrêmement important. On a une image à travers le monde
qui malgré toutes les bêtises qu'on a fait au niveau diplomatique, reste encore valorisé. La France a beaucoup d'arguments en fait à mettre en avant. Il y a beaucoup d'énergie en fait dans le pays, il y a beaucoup de potentiel qui existe, mais qui est étouffé par tout un tas de choses, comme notamment l'Union européenne. Et si on avait une France qui redeviendrait souveraine, consciente de ses intérêts, etc., alors je ne dis pas que la capacité d'envahir toute l'Europe comme on l'a fait à l'époque napoléonienne, évidemment, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est simplement de pouvoir vivre correctement et de prendre des décisions pour nous. Et ça, la France, dans la taille qu'elle a aujourd'hui, il faut être sérieux 5 minutes, elle a tout à fait les moyens de le faire. Ça ne veut pas dire qu'elle le fera absolument de manière totale sur tout ce qu'elle veut, parce qu'elle va forcément devoir négocier avec tel ou tel pays sur tel sujet, évidemment. Mais elle arrivera à tirer son épingle du jeu. Sinon, mais qu'est-ce que devraient dire tous les pays du monde? Les autres pays du monde, qu'est-ce qu'ils font quoi? Ils se suicident, ils débranchent tout, ils disent oh, c'est bon, on arrête, on est trop petits. Parce que l'Union européenne, c'est 27 États, mais il y a tout le reste du monde, les États sont indépendants. Bon, ils sont tout seuls, mais ils interagissent, etc. entre eux. Puis il y a autre chose, c'est que si jamais la France sortait de l'Union européenne, il est illusoire de penser que la France va rester isolée sur le continent européen. Alors ça, c'est impossible. L'Union européenne ne fait que d'étendre son marché partout. Et vous croyez qu'elle va refuser l'accès à un marché à un pays qui a une balance commerciale négative avec les autres pays de l'Union européenne? Ça n'a pas de sens aussi. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Angleterre après le Brexit. Les Anglais ont tout de suite conclu un traité avec l'Union européenne et il y a des relations commerciales qui se sont mises en place. C'est évident. Ça, c'est dans l'hypothèse où l'Union européenne continuerait d'exister après une sortie de la France. Ce qui n'est pas certain, ce qui est plutôt probable, c'est qu'il y ait une fin de l'Union européenne, en fait une destruction de l'Union européenne après la sortie de la France. Et puis, il y aura autre chose à la place. Bien là, l'Europe a quand même existé avant l'Union européenne pendant des siècles. On a été capable d'organiser les rapports entre États sans qu'on ait créé une Commission européenne, un Parlement européen et qu'on balance 12 milliards par an pour payer toute cette camarilla. Autre argument, alors là ça fait sourire aujourd'hui, mais c'est quand même un argument qui est souvent utilisé, l'Europe c'est la paix. Avec un X, pas avec un E. Attention, l'Europe c'est la paix. Bon, aujourd'hui, c'est quand même compliqué de venir vous voir et dire l'Europe c'est la paix. Bon. Mais imaginons qu'il y en ait qui sont un peu... voilà. Sur quoi ça repose le mythe de l'Europe c'est la paix, historiquement? Ouais. Le mythe américain, plutôt, il dit qu'il voulait apporter la paix, et comme l'Europe s'est calquée sur le modèle américain, il voulait apporter la paix, mais bon, c'est un peu de la page. Alors, je dirais pas que c'est le mythe américain. Ouais. Le mythe est basé sur le fait qu'aucun pays de l'Union européenne n'a été en guerre entre pays de l'Union européenne. C'est ça. L'idée, voilà, c'est de dire les pays membres de l'Union européenne et de ce qu'il y avait avant, c'était les communautés européennes, ne se sont pas fait la guerre depuis qu'on a créé les communautés européennes. Ça, c'est un biais qui est très classique, c'est de confondre une corrélation avec une causalité. C'est-à-dire qu'il y a un événement, effectivement, il y a un lien de corrélation entre deux choses, mais ça n'établit pas forcément un lien de causalité entre ces deux choses-là. Il y a des pays qui n'ont jamais été en guerre, on n'a jamais été en guerre contre les États-Unis. Oui, on n'a jamais été en guerre contre les États-Unis, pourtant on n'a pas de traité, enfin non. On n'a pas de lien privilégié avec eux. Ouais, on n'a pas été en guerre avec eux, c'est pas tout à fait vrai, mais formellement non, mais... Il n'y a pas eu de déclaration de guerre, mais on a été déjà en conflit avec les Américains au XIXe siècle. Enfin, donc ça repose sur ça. Causalité, corrélation. Est-ce que vous croyez sincèrement, après 1945, l'Allemagne détruite, ravagée, coupée en deux, l'Italie détruite, ravagée, occupée, comme l'Allemagne, la France, bon, qui était quand même bien épuisée, même si elle avait une armée qui était quand même conséquente à la fin du conflit, mais qui n'allait pas repartir en fait sur un conflit ensuite. Est-ce que vous croyez que ces puissances-là européennes allaient se faire la guerre au sortir de la Deuxième Guerre mondiale? Impossible. C'est pas faisable. D'autant plus que le sort de l'Europe en fait avait déjà été décidé à Yalta. C'est ça en fait qui est le premier facteur de paix en Europe, c'est que les Soviétiques et les Américains
À Yalta, ils se sont dit on coupe le continent en deux, toi tu prends l'Est, moi je prends l'Ouest. Les Américains ont mis leurs bases à l'Ouest, les Soviétiques ont mis les bases à l'Est, et ils se sont partagés le continent comme ça. Les deux seules puissances en fait, qui pouvaient réellement rentrer en guerre après 1945, c'était ces deux-là. Mais elles se sont entendues et elles se sont partagées le gâteau, entre guillemets, entre-temps. Et puis, il y a eu un autre événement ensuite, c'est la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire qu'il y avait un équilibre de la terreur entre soviétiques et américains. C'est la destruction mutuelle assurée s'il y en avait un qui balançait son arsenal nucléaire sur l'autre. Et puis ensuite, il y a eu la France qui s'est dotée également de la dissuasion nucléaire. Ce qui faisait que la France, il y a les Britanniques également qui ont l'arme nucléaire, la France et les Britanniques ne sont pas attaquables par un autre pays. Parce que sinon, vous envoyez une bombe nucléaire. Donc c'est le principe de la dissuasion. Ce qui fait que sur le sol européen, vous aviez un échiquier qui était totalement différent. Et donc vous n'aviez pas des conditions de possibilité d'existence d'un conflit armé. Il est donc assez clair que ce n'est pas la Commission européenne et ces 7 commissaires européens qui ont dissuadé les chars russes de débouler en fait, à Bruxelles ou à Paris, ou qui ont empêché les Américains d'aller attaquer les Soviétiques à l'Est. C'est un contexte historique qui était complètement différent. Et les guerres en Europe, elles ont eu lieu malgré tout après la création de l'Union européenne. Bon, il y a le conflit en Ukraine aujourd'hui, vous avez également il y a la Yougoslavie. La Yougoslavie, c'est un conflit armé qui a eu lieu sur le sol européen. Vous avez eu des conflits également qui ont changé de nature. C'est-à-dire qu'on ne se faisait plus des guerres entre États, mais on faisait des guerres asymétriques. La France a quand même connu des actes de terrorisme majeurs sur son sol. Donc, penser qu'on vit dans un monde absolument idéal, parfait, etc., du simple fait de la construction européenne et du simple fait que les États commercent ensemble, ça ne marche pas. Je prends un autre exemple. Quand vous aviez la Première Guerre mondiale, les Britanniques et les Allemands continuaient de commercer ensemble, jusqu'à ce qu'il y ait un blocus qui soit mis en place à la fin de la guerre. Mais ils ont continué de commercer ensemble. Et ce n'est pas ça qui les a empêchés de se battre. C'était des partenaires commerciaux qui étaient extrêmement importants. Donc cette idée du doux commerce qui éviterait aux nations de se taper dessus est à mon sens un peu datée. Ce que vous pourriez répondre, c'est de dire 1945, les États n'avaient pas les moyens de se faire la guerre. Les Russes et les Américains se sont partagés le continent en deux, pour schématiser. Ils ne pouvaient pas s'attaquer l'un l'autre parce qu'ils avaient une dissuasion nucléaire chacun et donc un équilibre de la terreur qui s'est mis en place. Et puis ensuite, grâce à De Gaulle, nous, on avait la dissuasion nucléaire également. Donc vous n'aviez pas de possibilité de déclenchement d'une guerre entre États. Imaginez l'Allemagne de l'Ouest qui déclare une guerre à la France alors qu'elle avait des missiles Pluton à la frontière. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cet argument n'a pas de sens, même si aujourd'hui, de toute façon, il serait battu en brèche avec le conflit ukrainien. Dernier point, alors ça c'est quelque chose d'un peu plus perso que je voulais évoquer avec vous. Aujourd'hui, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que les dirigeants français ont laissé tomber littéralement la nation. Les dirigeants français aujourd'hui se projettent complètement au niveau européen. Ça se voit aujourd'hui par exemple avec le conflit ukrainien. Emmanuel Macron dit que nous sommes en guerre, que nous sommes attaqués, alors que la guerre se passe en Ukraine, ce qui veut dire qu'il considère ce territoire-là, qui n'est même pas encore dans l'Union européenne, mais il se projette déjà dans cette hypothèse-là, que ce territoire-là est un territoire à défendre, et toute la classe dirigeante française embraye ce pas-là. Donc ils sont post-nationaux. Ils ont dépassé déjà l'échelon national. Ça repose notamment sur le fantasme de puissance qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils se disent que je vais être sur un périmètre de kilomètres carrés plus important avec une population plus importante. Moi, élite française, je vais donc être à la tête de quelque chose de plus puissant que cette pauvre petite France qui ne m'intéresse plus. On a également un autre constat, c'est que nos dirigeants ne sont plus capables de prendre des décisions politiques au sens propre du terme. Ce ne sont plus des hommes et des femmes d'État, ce sont des gestionnaires. Ils sont dans la gestion. Et pourquoi ils sont dans la gestion ? Pour tout ce qu'on vient de voir avant.
C'est-à-dire que comme leur périmètre d'action est extrêmement cadré et extrêmement, corseté, etc., en fait, ce sont des types qui travaillent à partir de consignes. Ils ne sont pas créatifs, imaginatifs, à vouloir sortir des sentiers battus, etc., parce qu'ils sont conditionnés dans cet environnement de règles qui les contraint. Ce qui veut dire que lorsque la France redeviendra souveraine, parce que la France redeviendra souveraine un jour, lorsque la France redeviendra souveraine, vous aurez nécessairement des dirigeants politiques qui, eux, devront prendre des décisions qui vont engager le pays dans des choses extrêmement structurantes, parfois même de rupture. Et ce sont ces responsabilités-là et ces événements-là qui vont permettre de faire accoucher des dirigeants politiques d'une autre trempe que ceux que l'on a aujourd'hui. Il faut en avoir conscience. Ce sont ces responsabilités et ces grands événements qui vont faire accoucher cette élite-là. Un De Gaulle aujourd'hui, il n'aurait jamais existé. On n'en aurait jamais entendu parler. Enfin, le carcan de règles, etc., qu'il y a, enfin, ça n'a aucun sens. Le programme de rupture qu'il avait envisagé n'aurait jamais pu avoir lieu. Et tous ces grands hommes d'État qu'on a eus et ces grandes têtes n'auraient pas pu émerger dans ce contexte-là. Donc, retrouver la souveraineté va nous pousser à nous poser des questions, à réfléchir sur, souvenez-vous, cette histoire de vecteurs et de puissance, quels sont nos intérêts, quelles décisions on doit prendre dans tel ou tel domaine, et pas juste, le Conseil européen a décidé que, donc je dois appliquer ce truc-là et trouver les moyens de l'appliquer. Non, là, ça va être la question de l'opportunité de telle ou telle mesure, du choix de prendre telle ou telle mesure, de défendre ses intérêts, de conceptualiser également ce qu'est l'intérêt national et également la recherche du bien commun, qui est totalement aujourd'hui absente des décisions politiques. Et donc, à mon sens, ce retour de la souveraineté va être également quelque chose qui va permettre de générer donc, de nouvelles élites, qui sera extrêmement stimulant intellectuellement et également d'un point de vue moral. Et ça me semble, et je conclurai là-dessus, une condition nécessaire au retour de la vertu en République. Voilà. Donc la question de monsieur, c'est de dire, on a signé le CETA, donc un traité de libre-échange avec le Canada, il n'a pas encore été ratifié en France, comment ça se fait qu'il est déjà en application? Ça vient des traités européens, traité de Lisbonne, c'est qu'on a conféré en fait la compétence de négociation et de signature d'un accord commercial à la Commission européenne. C'est elle qui a pouvoir de le faire. Donc on lui donne mandat, en fait, comme quand vous avez un agent immobilier que vous envoyez mandater pour négocier tel ou tel bien. Là, c'est la Commission européenne qui va négocier un accord commercial. Et par contre, ce qui est prévu, c'est qu'à partir du moment où elle conclut l'accord commercial et qu'il est validé au niveau du Conseil de l'Union européenne, il commence à s'appliquer dans la phase de transition avant que les États viennent le ratifier ensuite. Là où c'est emmerdant, c'est si les États ne le ratifient pas. On doit revenir dessus. Donc ce qui va se passer s'ils ne le ratifient pas, c'est qu'on va les refaire voter. On crée des conditions où on ne peut plus s'en passer. Oui, c'est ça, exactement. C'est le fait accompli. On met devant le fait accompli. Alors, merci de votre question, parce que j'ai oublié d'aborder un point pendant la conférence, c'est que vous pouvez être, je ne l'avais pas dit non plus sur Schengen, vous ne pouvez pas être membre de l'Union européenne sans être dans Schengen, c'est impossible. Je vous le dis parce que les idées me reviennent par rapport à cette question-là. Vous ne pouvez pas être membre de l'Union européenne sans être dans Schengen. Par contre, vous pouvez ne pas être dans l'Union européenne et être dans l'euro. Il y a 4 pays, qui sont dans l'euro sans être dans l'Union européenne. Alors vous avez 2 micro-États, vous avez Monaco et Andorre, ça c'est par des tolérances, mais vous avez également le Monténégro et le Kosovo,
qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui utilisent l'euro. Donc techniquement, on pourrait imaginer sortir de l'Union européenne sans sortir de l'euro. Maintenant, pour répondre à votre question sur la question sur la conversion en fait en francs des dettes, grosso modo. Vous avez emprunté pour acheter un appartement, on vous dit si vous basculez en francs, eh ben, votre dette elle va exploser parce que le taux de conversion va être différent. Ben, ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'en fait, les prêts avec la Lex Monetae, ils sont convertis à 1 pour 1 dans la valeur de la nouvelle monnaie lorsque vous avez un co-contractant qui est français. C'est-à-dire que si vous, Français, vous concluez avec une banque française, votre compte, donc votre valeur de 1 euro, elle ne va pas être convertie à l'équivalent en francs comme si c'était un autre bien, elle va valoir 1 franc. Voilà. Donc vous n'avez pas de conséquences sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Hein. Le passage au franc, ça va être quelque chose de sportif. Hein. À tel point qu'il y a des gens, des économistes notamment, souverainistes. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir pousser un peu cette réflexion, parce que je la trouve stimulante et assez intéressante. Il y a des économistes qui disent, mais est-ce qu'on peut réellement sortir de l'euro en passant par un référendum ? Parce que la sortie, elle va être tellement, comme je vous disais, sportive. Vous allez avoir tentative de fuite de capitaux, de déstabilisation sur votre monnaie, etc., qui va être créée, que la solution, ça serait peut-être de le faire en fait de manière pas sournoise, mais un peu brutale, quoi. C'est-à-dire un vendredi soir à 21h, tout le monde est parti du bureau et rentré chez lui. Vous avez une équipe, une task force au niveau de la Banque de France à Bercy, et puis vous planifiez la sortie de l'euro sur une fin de semaine comme ça en 48 heures. Vous l'avez planifié avant, mais vous la mettez en œuvre comme ça. Et là, vous faites totalement échapper le truc à la décision démocratique. Il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est-à-dire que si vous faites ça, c'est-à-dire que vous avez été élu, vous avez dit aux gens « Non, t'inquiète, je ne sors pas de l'euro », et après, ça peut s'envisager. Ça peut s'envisager parce que, à mon sens, c'est vrai que c'est peut-être le point qui est le plus difficile, en fait, dans la persuasion des gens par rapport à la sortie de l'Union européenne. C'est vraiment l'euro qui fait peur, en fait, surtout. Mais si on peut rester, si on peut garder l'euro. Si on peut garder, ouais. Mais alors après, à terme, est-ce que ça a un intérêt ? Parce que le problème, c'est qu'on se met toujours, on est toujours sous la dépendance de la BCE. On ne peut toujours pas dévaluer, en fait, on ne peut toujours pas ajuster notre monnaie. Mais c'est vrai que, techniquement, on peut le faire. Dans un premier temps, on peut le faire. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est de d'abord sortir de l'Union européenne, se laisser un délai par un référendum, ouais, se laisser un temps, ouais, qui est nécessaire, se laisser un temps, et ensuite mettre en place les conditions de possibilité de la sortie de l'euro. Oui, c'est tout à fait envisageable. Enfin, je veux dire, humainement parlant, quand on regarde la population, il faut y aller doucement. Bah après, il faut voir aussi comment on peut gagner. Donc si on me dit c'est le moyen de gagner et qu'après, in fine, de toute façon, je sortirai de l'euro, moi je vote. Hein, par rapport à la situation actuelle. Alors après, attention à une chose, c'est que quand vous sortez de l'Union européenne, vous allez effectivement vous affranchir de tout ce qui concerne le droit dérivé, les traités, etc. Mais si vous restez dans l'euro, bah, vous êtes toujours dépendant de la Banque centrale européenne. La Grèce, on leur a dit, parce qu'en fait, quand il y a eu la crise grecque, les Grecs ont voté pour un gouvernement qui était de gauche alternative, Tsipras, et il a mis en fait au référendum le programme qui voulait mettre en œuvre. Les Grecs ont voté, ça ne correspondait pas à ce que voulait l'Union européenne. L'Union européenne, enfin les partenaires de l'Union européenne, c'est pas que l'Union européenne, il faut être honnête là-dessus, c'est les différents États de l'Union européenne. On dit aux Grecs, c'est simple, soit vous faites ce qu'on vous dit, et vous violez votre référendum, soit on vous dégage de l'euro. Et donc ils sont restés dans l'euro. Ils n'ont pas été sortis de l'euro, ils sont restés dans l'euro. Non, bah parce que en fait, c'est à relativiser. Disons que l'Angleterre souffre en fait, mais comme tous les autres pays souffrent. Et il y a des causes en fait qui sont un peu particulières. L'Angleterre, par exemple, a une économie qui repose beaucoup sur l'énergie au gaz. Donc forcément, quand elle vote les sanctions contre la Russie, eh ben, elle va tout de suite être pénalisée en fait par rapport au prix du gaz. Vous avez un programme également en Angleterre qui avait d'abord été mis en œuvre par Boris Johnson visant à mettre
plus d'État social, etc., ça a été complètement renversé par les conservateurs qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que l'Angleterre, ce qu'il y a de particulier, en fait, c'est que vous avez des révolutions de palais à l'intérieur des partis. Le parti en soi, en fait, ne veut pas dire grand-chose en Angleterre. Un peu comme au Japon, vous avez très peu de partis, mais vous avez une diversité au sein du parti qui est telle que ça n'a tout simplement rien à voir. Après, les Anglais, effectivement, la chance qu'ils avaient, c'était de ne pas être dans l'euro. Donc ça évitait cet écueil-là. Ils avaient aussi une autre chance, c'est qu'ils avaient négocié, en fait, avant de rentrer, les fameux opt-out. C'est des choses qui sont souvent avancées. On vous dit, ouais, mais regardez, par exemple, sur l'immigration, on prend l'exemple du Danemark. Ah, mais les Danois, ils contrôlent leur immigration. Alors déjà, quand on regarde les chiffres un peu plus en détail, c'est pas vrai. Et surtout, les Danois, en fait, ils avaient négocié de ne pas rentrer dans Schengen au départ. Mais ça, un opt-out, vous pouvez le négocier avant de rentrer. Parce que quand vous êtes dedans, ça implique de changer les traités et donc il faut que tout le monde soit d'accord. Et le problème, c'est que si la France a dit « Ah, bah, moi, je veux de l'Union européenne, mais uniquement pour la PAC, et je ne veux pas pour ça, pas pour ça, pas pour ça, pas pour ça », mais tous les autres États vont faire pareil. Donc vous n'arriverez jamais à sortir un nouveau traité dans ces conditions-là. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que l'Union européenne n'avance pas. Concrètement, aujourd'hui, depuis Lisbonne, il paraît illusoire, voire impossible, qu'il y ait un nouveau traité européen qui émerge. Parce qu'il y a une situation de blocage institutionnel du fait de ce changement des traités à 27. Si on rouvre la porte de la négociation, et puis en plus ça dépend de qui est au pouvoir ou quoi dans tel pays, vous allez... Oui, mais quand vous avez fait le traité de Lisbonne, à l'unanimité, les États se sont mis d'accord pour créer ce traité-là. Si vous voulez changer l'Union européenne, il faut qu'ils se remettent à l'unanimité pour changer le traité. Moi, ce que je dis, c'est que dès le moment où vous allez ouvrir les négociations pour changer les traités, mais tout le monde va y aller de son petit truc qu'il va vouloir. Donc c'est pas réformable. Et la conséquence en fait de ça, je pense, c'est qu'on irait vers quelque chose de beaucoup moins intégré qu'aujourd'hui. En fait, les États voudraient qu'on aille vers des instances européennes. Je ne sais pas si la Commission européenne survivrait à une réforme du traité européen. Je ne suis pas sûr. Les États voudraient peut-être pas. Donc aujourd'hui, on est dans une situation totalement bloquée par rapport à ça. Ça n'a pas voulu l'appliquer. En fait, Julian Assange, il n'était pas dans le territoire de l'Union européenne. Il était à l'ambassade d'Équateur. Donc il était sur un territoire hors de l'Union européenne. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que les Britanniques ont convenu avec les Américains de l'exfiltrer de l'ambassade et pour qu'il puisse être ensuite renvoyé aux États-Unis. Et l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne non plus. L'Angleterre n'est pas concernée par Dublin, n'est pas concernée par Schengen, n'est pas concernée par tout ça. Ah, mais ils sont sur notre sol. Ils sont arrivés sur notre sol. Assange, en fait, il n'était pas là. Ce qu'on aurait pu faire pour Assange, c'était de lui dire d'arriver à l'exfiltrer, de le mettre sur le territoire français. Et là, effectivement, il aurait pu faire une demande d'asile en France. Mais on n'a jamais eu la volonté politique de le faire. En fait, ce mec-là dérangeait tout le monde. Parce qu'on disait, imaginez, j'aurais trouvé ça génial, mais imaginez que vous ayez quelqu'un qui est jugé par trahison aux États-Unis et vous lui donnez le droit d'asile en France. Nos dirigeants politiques, moi j'aurais bien aimé, mais nos dirigeants politiques français, c'est impensable pour eux. Impensable pour eux. Celui qui a eu un asile, par exemple, c'est Snowden, mais il l'a eu en Russie. Parce qu'il est parti sur le territoire russe. En fait, le grand drame d'Assange, c'est ça, c'est qu'il était en Angleterre, il s'est calfeutré dans l'ambassade d'Équateur, mais même s'il avait été en France, je ne suis pas sûr qu'on ne l'aurait pas laissé les services américains le récupérer. C'est vraiment une question de volonté. Votre crainte, en fait, c'est que l'Union européenne devienne un État. Alors, pour qu'on arrive à ça, il faudrait une réforme des traités. Donc, on en revient à la problématique de l'unanimité. La seule chose aujourd'hui que peut faire l'Union européenne, je sais qu'il y a des projets qui sortent, vous avez des parlementaires français qui ont avancé ces projets-là pour qu'il y ait un fédéralisme européen, vous avez des parlementaires européens qui l'ont fait, etc. Pour l'instant, c'est vœu pieux parce que vous devez avoir nécessairement l'accord des 27 États. Accord des 27 États, il faut bien voir ce que ça veut dire. C'est les 27 gouvernements, okay, plus
leurs 27 parlements ou 27 peuples. Parce qu'il faut que le traité soit ensuite ratifié. Et pour qu'il soit ratifié, en fait, il faut que le Parlement, localement, il le vote. Alors en plus, imaginez des pays où vous n'avez pas de majorité absolue, style les Pays-Bas, vous avez un tiers, un tiers, un tiers, donc il va falloir combiner, etc., pour qu'ils votent en faveur du truc, ou alors des populations qui votent en faveur du traité par référendum. À mon sens, ce n'est pas possible. Ce que peut faire, par contre, c'est à la marge, l'Union européenne, gratter des compétences en prenant sur des compétences partagées, de dire bah, maintenant je m'occupe de ça, la CJUE qui rend un arrêt, qui dit effectivement c'est à l'Union européenne de s'occuper de ça. Et ça, on va avoir un pourrissement effectivement long qui peut se mettre en place. Mais là aujourd'hui, la mise en place d'un État supranational européen, elle n'est pas possible. Merci beaucoup Antoine. Merci.